notre nouvelle émission donc sur la Voix du Phénix. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jacques. Donc bonjour Jacques. Bonjour à tous et bonjour à toi en particulier. Merci. Donc, comme je vous l'avais dit sur un post précédent, j'ai demandé à Jacques de venir sur la Voix du Phénix pour nous parler de la langue des oiseaux, car effectivement, il se dit beaucoup de choses fausses, et il me semble, pour mon avis personnel, que seul Jacques aujourd'hui est capable de nous parler de la langue des oiseaux. Donc, moi j'ai une toute première question, Jacques. Qu'est-ce que la langue des oiseaux ? C'est le moyen, le truchement qu'ont utilisé les anciens pour traverser l'espace et le temps, de sorte que leur message arrive aussi pur et complet que possible, pour faire bref. Pour faire bref. C'est rare que tu fasses bref, Jacques. Non, j'essaie. En vieillissant, je prends l'habitude d'être plus petit. Bon, ça y est. D'accord. Ce que je voulais savoir, en fait, c'est si on devait remonter dans l'histoire, en fait, à partir de quel texte nous pouvons voir justement cette langue des oiseaux ? Pour l'époque moderne, c'est à partir des ouvrages de Fulcanelli, c'est-à-dire Le mystère des cathédrales et les demeures philosophales. C'est le premier à en parler de manière ouverte. Néanmoins, il y a des allusions dans tous les ouvrages d'espèces alchimico-hermétiques antérieurs, et cela commence avec les textes grecs qui avaient été traduits par Charles Ruel et son collègue, si je puis dire, dans cette entreprise, qui était aussi un ami de l'auteur Fulcanelli, à savoir un chimiste et homme politique. Didier, on se réveille. Quel est-il, ce chimiste et homme politique ? Henri Poincaré ? Non, pas du tout. Voilà, c'est ça le problème. Il faut écouter attentivement. C'est un homme politique qui est né place Saint-Michel. Non, on va plomber cette émission à cause de Didier. C'est quand même lamentable. C'est terrible, c'est terrible. J'ai dit un chimiste et homme politique. Si je fais ça, c'est bien pour vous indiquer que ce que je peux dire n'a strictement aucun sens si vous n'avez pas la possibilité d'aller vérifier, d'enregistrer les choses, par exemple, sur Wikipédia. Donc, il s'agit de qui ? Il est auteur de plusieurs livres sur l'alchimie. L'alchimie, non, il a été ministre de l'Instruction publique. Et l'alchimie au Moyen-Âge, tu as une idée, toi ? Pas du tout. Bon, ça va être difficile donc de continuer dans ce cadre-là en citant des personnes. Donc, je vais m'abstenir. Il s'agit de Marcellin Berthelot. Voilà. Donc, ce personnage a eu une importance capitale puisque c'est le premier homme de science et chimiste avec son prédécesseur et enseignant Michel-Eugène Chevreul à considérer l'alchimie comme étant une partie de la chimie et conséquemment de la science en général. Ils ont tiré tous les deux de cela des principes qui prévalent de nos jours dans la science physique, dans la chimie également. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a une assise positiviste, une assise logique, etc. à cet ensemble. Sinon, c'eût été impossible de transmettre des rêveries, puisque officiellement, pour les chimistes et les scientifiques du jour, ce sont des sottises pré-scientifiques, anti-scientifiques, etc. Évidemment, moi qui ai fait des études solides, pourtant, je n'en parle pas parce que je ne veux pas prendre ce chemin-là, je sais que ce qui a été dit à propos de l'alchimie est parfaitement solide, à savoir que les principes sont recevables et sont même d'une utilité très considérable, à tel point que si les personnes qui actuellement pensent que l'alchimie est une foutaise se mettaient à en étudier la philosophie et les arcanes, c'est-à-dire les choses qui ont été transmises de manière secrète, seraient bien obligées de la recadrer dans le contexte de la science vraie. Question suivante, votre honneur ? Oui, tout à fait. J'aimerais savoir pourquoi on a appelé ça la langue des oiseaux. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça attire l'attention, semble-t-il, sur l'écriture des Égyptiens qui sont les premiers, en quelque sorte, à transmettre quasi intégralement cette manière de faire. Mais pour bien comprendre, il faudrait comprendre l'écriture égyptienne. C'est pourquoi je vais m'étendre un petit peu sur le sujet. C'est une écriture qui est idéographique, c'est-à-dire qu'elle dessine ce qu'elle dit. Quand on voit un lion, c'est un lion. Mais ça, c'est la partie pour les naïfs. L'autre partie, c'est qu'à partir du lion, on va se propager dans différentes strates de sens. C'est un lion dans le sens où c'est un personnage très puissant
qui passe son temps à engendrer. Je ne sais pas si vous savez la durée de coït d'un lion, c'est jusqu'à 24 heures d'affilée. Il faut avoir du… Bon, c'est simplement pour dire que c'est l'énergie vitale solaire qui est sous-entendue là-dedans. Si on change de strate, et au lieu de rester dans le monde animal, qui est un monde de reproduction, on change de référentiel et on va dans le ciel. L'individu le plus puissant parmi les animaux serait le lion, dans cette région-là du monde, l'Égypte et le sud de l'Égypte notamment, mais en ce qui concerne notre environnement sidéral, il s'agit bien évidemment de la force solaire qui est représentée. Si on change de référentiel, c'est la force vitale qui est représentée, et ainsi de suite. Donc c'est une langue qui n'est pas entière vocalement parlant. Elle est complète que si on considère en même temps tout ce qui permet d'être transmis, c'est-à-dire l'écriture. Or, dans l'écriture, il y a déjà 3 formes, la forme dite hiéroglyphique classique, où tout est dessiné au complet, avec beaucoup de soin. Les proportions jouent un rôle, l'emplacement de tel hiéroglyphe par rapport à la verticale du texte, l'horizontale, éventuellement de manière transversale, la position du hiéroglyphe joue un rôle. Ça, c'est l'écriture dite classique, royale. Ensuite vient l'écriture dite hiératique. C'est un condensé des formes de cette première écriture complète et qui se donne à connaître à travers une glyptique, c'est-à-dire une représentation rapide, un logo en quelque sorte de l'hiéroglyphe. La troisième manière, c'est la langue écrite dite démotique, dont on ne se sert que pour des dossiers commerciaux, pour transmettre des informations, etc., etc. En réalité, il existe une 4e formulation, et le seul à en parler, et le seul à être foncièrement honnête dans ce domaine, c'est Jean-François Champollion. Il appelait ça anaglyphe, du grec ana, qui veut dire de haut en bas et de bas en haut. D'ailleurs, on voit la lettre N qui fait ce travail. Elle va d'abord en haut, elle redescend, elle remonte, etc. Cette lettre est intéressante parce que dans la glyptique et la graphie égyptienne ancienne, elle était dessinée par une vague, c'est-à-dire quelque chose qui suggère la mer, qui est l'origine du vivant et qui permet au vivant de continuer à exister. Donc le sous-entendu, c'est que cette écriture-là, elle est immense. D'autre part, c'est la première lettre du mot Dieu en égyptien. Néter, un dieu, Néteru, des dieux. Ça veut dire que cette lettre a une particularité importante et qu'il faut la considérer comme l'une des premières. J'explique. Dans notre alphabet, on commence par la lettre A qui est une voyelle. Mais si on devait commencer par la lettre consonne, l'une des plus importantes, ce serait la lettre N qui est l'emblème de la mutation, de la transformation, de l'élévation, de toutes ces choses qui font que l'on vit. Ainsi, on vit entre l'âge mental de 12-13 ans et l'âge mental de 60-70 ans. La différence est considérable. Néanmoins, c'est un suivi. Il n'y a pas eu d'étape particulière, sauf des prises de conscience. La lettre N, en plus, elle a une spécificité énergétique. On la prononce en mettant la langue vers le haut, vers le palais. Et on fait vibrer la face. À tel point que les hindous, qui comportent dans leur nom la lettre N, posent ici un point qui s'appelle Bindu, qui a pour vocation de concentrer l'attention et la phonétisation en quelque sorte, voire même la phonation de cette lettre N. Donc, ils ont des mots très importants qui comportent cette lettre, et tout particulièrement celui qui détermine la vie physique. Pour eux et pour les anciens, il y avait pour certains dans le monde, c'est mana. Mana, mais pour eux, c'est prana. Et ça se comprend. Ces deux vocables sont en quelque sorte constitués à la manière des anciens, chaque lettre ayant un sens particulier, et selon la distribution, le rang qu'il occupe dans tel mot, il prend soit une place prépondérante, soit secondaire, etc. Donc, je vais donner des exemples. Et celui-là particulièrement, la première lettre à être considérée, c'est celle qui commence la deuxième partie de notre alphabet gréco-latin, à savoir la lettre N. Elle est au 14e rang, et 14 a cette particularité de renvoyer à la table des éléments de Mendeleïev, et ça désigne le nitre. Entre Néter, la nature, les dieux, et nitre, il y a une jonction phonétique qu'il convient de conserver. Alors, ce qu'il faut connaître d'abord et avant tout, c'est que ces rapprochements semblent stupides, hors de toute science. En réalité, ce sont les plus
riches, les plus porteurs, les plus étendus, les plus profonds et surtout les plus nécessaires. C'est seulement là qu'on comprend que tout ce qui est science dans l'Égypte ancienne est secret et protégé, de sorte que personne ne peut en abuser, déformer, ajouter, retirer. C'est la condition sine qua non pour les anciens qui n'enseignaient pas les intelligents mais les vertueux. La différence est considérable. On ne peut pas dire que Macron est inintelligent, voire même totalement crétin. On peut, c'est la liberté de s'exprimer. Moi, je le pense. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'ait pas des qualités. Le problème, c'est que comme il n'est pas vertueux, et ça se sait, c'est pas à lui que j'irai enseigner quoi que ce soit dans ce domaine. Et pourtant, j'aurais qualité à le faire puisque je peux ramener du passé l'ensemble ou quasiment la totalité des enseignements utiles. Notamment, j'ai traduit des phrases qui sont intraduisibles autrement, qui sont tirées des anaglyphes qu'on trouve encore de nos jours sur certains sites d'Égypte. Ce que je fais lorsqu'on voyage en Égypte, je dis là, il y a cette inscription anaglyphique, voilà. On dit en Égypte ancienne, dès le début, c'est-à-dire 31 siècles avant notre ère, chrétienne et laïque maintenant, que c'est presque science sans conscience de François Rabelais, mais mieux dit. Pas de vie morale, pas de vie sociale. C'est clair, c'est net. Ça veut dire que Macron, il vire dans ce cadre-là, il n'a rien à faire dans les hautes sphères des décisions parce qu'il n'a pas ce qu'il importe d'avoir. Alors, il ne faut pas confondre puritanisme et vertu, nous sommes d'accord. Les puritains ne sont pas des gens vertueux d'ailleurs, ce sont des gens qui sont coincés et à un moment ou à un autre, ça fait du DSK ou du Epstein. Allez, on ne va pas faire dans le détail. Donc, vertueux, ça veut dire qu'il suit les lois de la nature et qu'il s'y conforme spontanément. C'est-à-dire que cette personne-là n'aura pas envie d'abuser de son contemporain, de l'arnaquer, faire des magouilles, etc. Elle va rester à sa place parce qu'elle pense que si elle est là, c'est que le destin de l'humanité se compose d'étages, de personnes différemment qualifiées, etc., et utiles chacun. Vaut mieux un artisan qui fait des bonnes chaussures pour moi qu'un Macron au gouvernement. Pourquoi? Parce que des bonnes chaussures, c'est la moitié de la vie. Quand on n'est pas dans son lit, on est dans ses chaussures. Donc des bonnes chaussures. Alors en montant comme cela, on aperçoit la force de cette chose. Je dis, si on a un très bon lit, on dort bien, on est frais, réveillé, capable, disponible. Les bonnes chaussures permettent de faire les actions en allant sur place. Et ensuite, une maison ou un appartement agréable, c'est-à-dire conforme à l'harmonie naturelle, ça ne peut que faire du bien. Après, tout discours politique n'a aucun sens. Les gens sont bien, ils sont heureux, il n'y a aucune difficulté, aucun moyen de dire les pauvres, les riches, tout le monde est à la même enseigne. C'est l'art de l'architecte. C'est sur ce principe que j'ai voulu devenir architecte quand j'étais jeune, et c'était aidé parce que j'avais de grandes facilités en maths que j'ai conservées, fort heureusement, et en dessin, ce que j'ai conservé. Je dis ça parce que j'ai eu un grave accident dans le cours de mon existence, un AVC, qui m'a vraiment pourri la vie. Pouf, c'est arrivé sans prévenir, en quelques secondes, c'était joué. Mais les principes que j'ai gardés dans mes classeurs m'ont servi à reconstruire mon existence et à me dire ce que je faisais avant n'avait pas de sens par rapport à ce que je souhaite faire maintenant. Et quelles que soient les difficultés, de toute façon, je transmettrai, sinon à quoi bon, hein? Il y a maintenant 142 classeurs de 400 pages, ça fait un héritage très considérable. Et j'ai deux tâches. Formaliser cet héritage tel que je le perçois, de le transmettre sous forme comestible pour les contemporains. La première marque de ça, c'est le film La Révélation des Pyramides, à savoir que j'ai transposé ce que j'ai pu apprendre tout seul, sans l'aide de personne, avec mes propres moyens, de sorte que ça soit assez percutant pour les consciences. Je pense que ça a marché, c'est ton cas, hein, j'ai cru comprendre. De sorte que ces consciences qui s'étaient plus ou moins endormies autour des faussetés qu'on nous raconte ordinairement, et ça commence à l'école, puisqu'on nous prive de l'intuition qui est le moteur même de la science, l'intérêt, la curiosité, toutes ces choses-là. Et donc, ce film a été un déclenchement. Maintenant, la difficulté, c'est d'aller dans d'autres parties de cet enseignement ancien, dont la vie morale est le centre, c'est-à-dire non pas des règles auxquelles on doit se plier et se rendre esclavage des règles établies par d'autres, mais se dire que c'est dans la nature qu'on a le meilleur modèle, c'est elle qui nous fait vivre, qui nous maintient, et c'est elle qui réussit tout ce qu'elle entreprend. On ne la voit pas travailler, néanmoins on en voit les résultats partout. Donc à partir d'un premier film, j'ai su attirer l'attention de mes élèves, si je puis dire. Le deuxième, je vais les mettre vraiment les pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'ils vont partager les questionnements que j'ai eus,
le caractère solitaire également de la situation, parce que, comme vous le savez, depuis combien de temps maintenant, une vingtaine d'années, je suis l'objet de tracasseries par les trolls, c'est-à-dire quelques milliers de personnes qui veulent me pourrir l'existence et celle de mes proches. Didier, donc, qui est le secrétaire de l'association que j'ai créée et que je dynamise au mieux de mes moyens, eh bien, lui aussi est victime de cela. C'est-à-dire que quelquefois, on passe 2 semaines pour rattraper les bêtises de la trollitude. Ça, c'est l'une des explications du retard permanent du film suivant. Il a été financé à hauteur de 106 000 €. Mais il faut savoir qu'à cause des trolls et de leurs alliés, etc., 2 individus, en fait, en réalité 3, parce qu'il y avait une complice, ont pu détourner 87 000 et quelques euros de cette somme. Donc, on travaille avec le reste et ce que je fais, moi, par la vente de mes ouvrages, par le produit des conférences et tout ça. Donc, la chose n'est pas simple. Mais j'irai jusqu'au bout parce que je suis de cette trempe-là. Je n'abandonne jamais. Donc, c'est plié pour eux et je sais que le prochain film va les écraser, leur couper la tête. Pour faire bref, et pour vous dire quel est le genre de la culture que j'affectionne, le premier film, c'était Les écuries d'Augias, c'est-à-dire le nettoyage complet de la situation qui prévalait jusqu'à ce moment-là. Parmi les personnes, il y a plusieurs dizaines de millions de personnes, je crois qu'il y a 227 millions de personnes qui ont downloadé ce film. Donc on peut imaginer que 4 à 5 fois plus l'auront vu, ce qui fait quand même une quantité considérable. Mais ces gens sont plus prudents que moi, c'est normal. Moi, je suis obligé de me colter alors que ça n'est pas leur cas. Eh bien, ils attendent ce que j'ai promis et ils sont dans le vrai. C'est comme ça que ça marche. On ne tire pas sur la tige d'une fleur pour la faire pousser plus vite. Nous sommes d'accord. Donc ça, c'est ma manière de concevoir les choses. Et ces personnes qui attendent, elles font bien d'attendre parce que plus j'ai de temps à ma vitesse, meilleur sera le résultat. Et je peux dire que le premier film a posé un jalon. Presque tout le monde parle de révélation maintenant, de bâtisseur. Le changement est complet et radical dans le caractère des documentaires actuels. Ce que l'on voit aussi bien à la BBC, aussi bien sur RMC Découverte, c'est été modifié par le LRDP. Et on voit également sur Internet des tas de gens qui font des simili-films, c'est-à-dire qui prétendent apporter ce que j'ai apporté, c'est-à-dire non pas seulement des nouveautés, mais un changement d'optique et une manière de regarder les choses très différentes et des éléments méthodologiques. Donc, certains ont pris ces éléments, se sont mis à travailler, j'en connais. Je souhaiterais les inviter dans le cadre de ce film, mais comme je suis un vecteur du sida mental, comme le disent ils n'osent pas parce qu'ils ne supporteraient pas ce qu'on supporte. Donc, je reviens au sujet quand même, la langue des oiseaux. J'en ai utilisé des éléments dans ce film. Jusqu'à présent, très peu les ont perçus. Et ceux qui les ont perçus m'en ont fait part. J'ai dit stop, n'allez pas plus loin, vous allez vous faire massacrer. Attendez littéralement d'avoir des munitions, d'être protégé. Ça, c'est pour le prochain film. Donc, ce premier film, c'était le nettoyage des écuries d'Augias. Le deuxième, c'est l'assassinat collectif de l'hydre de Lerne et des oiseaux du lac Stymphal. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont dit du mal de LRDP au début, on va être broyées dans leurs bêtises, enfouis dans leur sottise complètement et définitivement. Parce que si j'ai donné des versions mathématiques dans le premier film, là, je vais donner des versions physiques, vérifiables par tout le monde à tout moment. Même les enfants de 7 à 8 ans un peu dégourdis vont comprendre. Et là, c'est radical et définitif. Ça veut dire que ceux qui m'ont attaqué, qu'importe leur mobile, en réalité, la plupart du temps, c'est assez crado, hein, mais peu importe, ils vont se retrouver séparés de leur base. Ils ne pourront plus attaquer les faits des films et ma personne. Parce que s'ils m'attaquent moi, c'est que les faits présentés dans les RDP est extrêmement solides. Il se trouve qu'on m'attaque moi pour des sottises qui ont été accomplies par Patrice Pouillard, le réalisateur. Je n'étais pas contre qu'il ait sa part, mais dans un film à caractère et à vocation scientifique et d'enseignement, il aurait mieux valu que ça n'intervienne pas. Néanmoins, je vais rattraper toutes ces boulettes parce que ce ne sont que des erreurs d'image et non pas des erreurs sur le fond du sujet. Voilà. Je vais arrêter là, je pense, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions. Il y a pas mal, j'ai pas mal de questions, effectivement. Et si tu veux, à ce moment-là, Jacques, je te propose en fin d'interview, justement, de revenir sur l'avancement de ton deuxième film. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. J'ai déjà balancé pas mal d'infos. D'accord. Je sais que cette chose, elle est en Égypte, elle est pareille en Chine, elle est pareille dans le Yucatan mexicain, elle est pareille dans des langues relativement récentes,
dans leur écriture, c'est-à-dire l'arménien. Des langues africaines aussi sont farcies de ces choses. Pourquoi? Parce que les langues, à l'origine, sont capables de retranscrire non seulement des faits, des éléments factuels, mais des émotions par la prononciation. Ça, on ne sait plus faire. Mais en Chine, le mandarin exige que l'on parle selon 4 tons, par exemple. Et ces tons-là sont en relation avec les contenus de l'émotion. Donc, on n'est pas tenu de se mettre en colère, on pousse, si je puis dire, sur la chose en changeant de ton pour avoir. Donc, ces choses-là n'ont plus cours de nos jours. Nous, on parle de manière conventionnelle. On lit quelque chose et ça n'a pas de sens. Quand on voit le mot table, ça ne fait pas penser au mot table, alors que dans les écritures anciennes, oui, et dans la prononciation aussi. Ainsi, par exemple, si on devait prononcer table à l'ancienne, on mettrait le mot, on le couperait en deux après la première lettre, qui est un T, qu'on prononcerait très puissamment. T, TM, par exemple. T. Alors, autre particularité, on pouvait prononcer les voyelles de manière quasiment libre parce que le E était l'indicateur de l'énergie. Le A, l'indicateur de ce qui est offert, ce qui tombe gracieusement par la nature. Le I, c'est l'intelligence, l'idée. Donc, on formulait des mots. Le I, c'est le début du mot idée, intelligence, intuition. C'est pour ces raisons-là qu'on garde dans notre vocabulaire actuel sans le prononcer. Dans intuition, on n'entend pas le I. Dès lors qu'on l'entend dans idée, sa fonction première, c'est la forme de la lettre. Elle relie le ciel à la terre. Donc, c'est une colonne. Colonne, en égyptien, ça se dit Tot. Donc, on voit la relation entre le dieu de l'intelligence, du discours, de la science, des arts, etc., et la formalisation immédiate des écritures et des prononciations. Par exemple, pour le I, c'est la lettre la plus difficile à prononcer dans le répertoire aigu. C'est un constat qu'ils avaient fait. En conséquence, ça veut dire que on ne peut pas falsifier l'intelligence. Ou on la possède, ou on ne la possède pas. Mais l'intelligence sans l'intuition, ça ne vaut rien. Ça fait partie, ça, des anaglyphes. La pratique de l'intelligence masculine ne peut se faire sans l'intuition féminine. Ça n'a aucune valeur. Donc, les gens qui répètent le contenu des livres ou des idées qu'ils ne sont pas capables de mettre en service dans leur pratique, dans leur comportement, ça ne sert à rien. C'est le cas des trolls. Les trolls, quand ils vont voir leurs copains manger des pâtes et boire du vin ou boire de la bière, ils sont charmants, ils sont très sociables, très communicatifs. Dès qu'ils s'attaquent à quelqu'un comme moi, ça devient des harpies, des pourritures franches, etc. Et là, on voit qu'il y a 2 langages. Moi, je reste toujours le même. Qui m'insulte, je l'insulte à mon tour, pas de problème, ça ne fait aucun souci pour moi. Je sais qui je suis, et eux, il faut qu'ils prennent aussi l'habitude de prendre ce qu'ils infligent à d'autres. Ça, c'est les fondements de ma morale, de ma pratique. Donc, qu'ils ne s'étonnent pas les trolls s'ils en prennent plein la figure. Il y en a que j'appelle étron puant ou un étron qui parle, c'est ce que je dis d'ailleurs pour la plupart, parce que ça, c'est de ce niveau-là pour moi, ça repose vraiment au sol. Donc, pour moi, c'est un jeu dialectique. Ce qu'ils ne saisissent pas, c'est que je me moque d'eux et que j'essaye de les, enfermer dans leurs propres contradictions. On revient au sujet ? S'il te plaît. Voilà. Je sentais que tu avais besoin de le dire, donc voilà, je te laisse aller jusqu'au bout. Oui, mais quand l'occasion se présente. Normal. Voilà. C'est le jeu. Donc, moi, je reviens quand même à ma question, Jacques. Pourquoi, effectivement, on dit la langue des oiseaux? Tu vois, pourquoi pas la langue d'un autre animal ou pourquoi oiseau? C'est parce que cet animal fait partie des volatiles. Or, l'idée, la pensée, une fois qu'on l'a dite, oups, elle est partie, elle s'est envolée, elle n'est plus là. Tu jettes du grain à un oiseau, il vient. C'est l'attention que tu suscites. Mais quand le grain est mangé, l'oiseau repart pour essayer de trouver du grain ailleurs. C'est ce qu'on fait. On ne s'aperçoit pas que la dialectique des anciens est très fonctionnelle et fondée sur des observations immédiates. Ils savent très bien que si tu as un renard, c'est-à-dire un être réputé rusé, et que tu veux l'attirer, tu ne vas pas lui offrir des mouches, tu vas lui offrir ce qu'il aime manger. Donc, ça, c'est pour insister sur les fondements de la dialectique. Pourquoi? Parce que le genre humain se départage des animaux par le fait qu'il a un langage. Or, il y a l'équivalent de la langue des oiseaux, par exemple, dans l'ancien Mexique, tout ce qui est de la nature de la communication orale, verbale, c'est évidemment emblématisé par un jaco, c'est-à-dire un perroquet. Perroquet, ouais. Le perroquet, et moi, c'est pareil. Je me prénomme Jacques, il s'appelle Jacques dans les langues anciennes, c'est ça. C'est-à-dire celui qui dit les choses, qui les répète et que personne n'écoute.
C'est l'explication en hébreu. Yacoub, ça veut dire celui qui parle au carrefour. Alors là, c'est intéressant parce que le carrefour, c'est le domaine de la titulature de M. Thoth-Hermès. Il est le dieu des carrefours, mais ça ne se sait pas. En conséquence, les gens qui critiquent la culture dont je fais état sont même pas équipés pour discuter. C'est pour ça qu'ils se font à chaque fois plumer. Donc les oiseaux, leur particularité, c'est de posséder un langage qui ne repose pas sur une lecture. Ils n'ont pas appris, ils se transmettent les uns aux autres par l'oreille. Et l'oreille joue un rôle extrêmement important, autant que l'œil, puisqu'on se souvient, je le dis dans les conférences, la commissure, si je puis dire, de l'œil est en relation horizontale, géométrique, avec l'attache de l'oreille. Et en réalité, dans our de oreille, il y a lumière. Et l'œil, il fait ce travail de capter les choses par la lumière, alors que l'audition a des particularités intéressantes. Juste avant qu'il y ait Internet et la possibilité de se voir et de se montrer surtout en image, il y avait le téléphone qui a changé le monde à lui tout seul. Les gens s'entendaient parler et s'écoutaient parler. Donc ces choses-là ont été antérieures à la vision. Quand vous vous endormez, la vision s'arrête avant l'oreille. Le dernier outil, si je puis dire, des sens à être encore vivace, c'est l'audition. Il en va de même lorsqu'on meurt. Ça, les anciens le savent très bien. C'est pourquoi lorsque vous êtes à côté d'un mourant et qu'il y a des chansons douces, des psalmodies, on dit, ou encore des rites, etc., ça rassure le mort qui ne sait pas où il est. Toute cette science-là, je vais la rapporter dans les 7 films au complet, c'est-à-dire à partir du 4e, 5e, 6e, 7e, on aura droit à tout ce qui est parapsychologie, vie dans l'au-delà, etc. Et le cycle va être expliqué tel qu'il est expliqué encore dans l'hiérographie égyptienne, dans celle des Aztèques et dans l'ancien chinois, etc. Donc c'est quand même un gros travail. Et je ne peux pas commencer par cela, bien que je sais que ça passionnerait, parce qu'il faut commencer par du concret. Il faut que j'attire l'attention aussi de mes détracteurs, pseudo-zététiciens, pseudo-scientifiques, etc. Donc maintenant, ils sont bien piégés parce qu'ils s'occupent de cela. Ils me font ma pub sans que j'ai rien à dire, rien à faire. C'est parfait. Ou très peu. Donc je ne viens pas d'ailleurs me montrer en vidéo, je viens participer, comme n'importe quel citoyen, au débat public en quelque sorte. C'est devenu un débat public. Voilà, je suis là et je suis content d'y être. Suivant. Donc on a bien compris que les oiseaux modulent leur langage et ils sont riches. Ils utilisent tout leur... Alors, pour être plus précis, le larynx d'un oiseau, c'est minuscule, c'est moins de 2 mm. Et avec ça, on l'entend à 160, 180 mètres. Pour un rossignol, c'est un truc qui fait 4,5 grammes quand même. Donc, ça a une portée très exceptionnelle, c'est joli, c'est harmonieux, ça fait du bien. Aller dans une forêt, mon grand-père m'expliquait ça quand je devais avoir 7 à 8 ans, il me disait, tu ne trouves pas bizarre qu'il y a tant d'oiseaux dans la forêt? Je dis, ah bah oui, ça, il y en a des oiseaux. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont tous en train de faire leur chant, mais il n'y a pas de discordance, il n'y a pas de disharmonie, il n'y a pas de choses qui choquent l'oreille. C'est bien ça. Ça veut dire ça, c'est que toutes les personnes qui, dans le cadre de la transmission hermétique, ont pris la parole, sont tous harmonieusement en accord. C'est-à-dire ce qu'ils disent ici et ne disent pas, l'autre va le dire et ne pas dire ce qui a été, ainsi de suite. Ça se complète. Ça sous-entend qu'il faut acquérir une grande culture et pouvoir tout comparer, avoir sous les yeux pour savoir ce dont on parle. Voilà. D'accord. Mais j'attendrai que tu me poses une question pour la placer. Pas de souci. Moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est est-ce qu'il y a un code dans ce langage? C'est-à-dire que la langue des oiseaux, donc c'est un langage, on est bien d'accord. Comment on l'apprend? Je veux dire, quels sont les codes à connaître pour pouvoir pratiquer ce langage? Il n'y a pas de code, tout est codé et dépend à la fois de l'imagination, de la culture et des besoins de la transmission de celui qui se sert de ce langage. Parce que ce que, pour l'instant, je suis en train de dire, c'est que la langue des oiseaux, c'est une transmission orale. C'est la plus importante puisque moi, je l'ai reçue ainsi de mon grand-père et que je peux le transmettre à travers des cours et la langue écrite, l'écriture. Néanmoins, il y a d'autres modalités dont la plus intéressante, c'est l'écriture elle-même, dont on ne sait rien, mais qui m'a permis de décoder grosso modo tout ce que j'ai pu dire dans ce premier film et que je donnerai dans les autres. À savoir que l'orientation, la localisation, les dimensions, les proportions des bâtiments sont restées comme appui physique de tout ce que je dis concernant la langue et l'écriture. Pourquoi? Parce que c'est
il faut comprendre qu'à l'origine, la langue, elle décrit des situations de polarité. Il y a trois polarités, comment dire, exploitables, dont la seule dont je vais faire état maintenant, c'est facile à comprendre. Soit on est d'accord sur les éléments dont on parle, soit on n'est pas d'accord, soit on passe d'une opinion à une autre. Il n'y a pas d'autre solution possible. C'est la base de la dialectique. Dialectique, ça veut dire par deux d'ailleurs, hein. Et donc, cette possibilité fait qu'à travers cela, on se positionne comme un scientifique qui dit on fait du binaire, 0 ici, 1 là. Donc les deux choses qui s'opposent, 0 ensemble vide, 1 ensemble plein. Et la troisième possibilité qui va être exploitée surtout par les prochains ordinateurs quantiques, c'est l'un et l'autre ou pas du tout, ou rien du tout. Donc on aura 4 postes, si je puis dire, de réflexion et plusieurs parce qu'on va faire des croisements dans tout cela. Ça veut dire ça que on est obligé, pour soutenir une discussion avec quelqu'un, d'être cohérent et logique. Mais la vérité, c'est autre chose. C'est pourquoi il y a tant de menteurs ou tant de gens qui racontent n'importe quoi. Le principe de la vérité, c'est que ça soit conforme à ce qui est expérimentation. Or, chez les anciens, le mot dans le cadre de l'anaglyphie qui revient le plus souvent, c'est « sois toi-même ta propre expérience ». C'est une formulation assez délirante que j'ai mis des années à formuler correctement. Ça revient à dire « connais-toi toi-même », comme le disaient les philosophes grecs. Je pense que c'est cette traduction d'ailleurs littérale en grec. Mais l'intérêt de la chose, c'est que au-delà de ce langage écrit, on a des partitions musicales, chez Jean-Sébastien Bach, par exemple, qui donnent des indications au même titre que si on discutait ensemble. Mais là, il faut être musicien pour saisir la chose, ou bien voir les partitions pour s'apercevoir que le texte d'un opéra est illustré par les nuances musicales, l'intensité, etc. Donc, ce sont d'autres formes, moins rapides, plus subtiles, mais surtout plus difficiles à détecter. Ainsi, pour prendre des exemples, dans la langue française, on a le verbe ressasser. On l'écoute, mais on ne sait pas qu'on le lit des deux côtés à la fois, de gauche à droite et de droite à gauche. Et que ce qui est ressassé, par exemple, c'est les vagues de la mer. Elles viennent, elles se retirent, elles viennent, c'est ça ressasser. Or, dedans, il y a 2 R, 2 E, 2 S, 1 A. Donc la structure même montre qu'il y a une chose qui est descendue du ciel par le A, et que le S, qui est la lettre de la manifestation, montre qu'on dit des choses concrètes, des choses fortes, énergétiques, parce que la lettre R, c'est la force, et énergétique parce que la lettre E, c'est l'énergie. Il me faut faire une distinction à caractère scientifique profond, mais qui n'intéresse pas les scientifiques de nos jours, à savoir que les anciens disaient que l'énergie, c'est quelque chose qui est statique, comme l'air, par exemple, maintenant. Mais dès qu'il y a du vent, ça s'appelle non plus énergie, mais force. C'est-à-dire qu'il y a une idée, une volonté, selon eux, derrière toutes ces manifestations. L'énergie, c'est la partie féminine dans laquelle on va puiser tout ce que l'on veut, mais la partie masculine qui fait défaut, elle est toute petite, c'est l'information. Donc ça, c'est une science véritable de l'information, et la science de l'information, elle est au-dessus de la science de l'informatique et de l'électronique, et même au-dessus de la physique, puisque tout ce qui est du monde physique est informé. Donc l'origine même, c'est ce langage. D'où l'importance de l'étudier. Et pour bien comprendre ce qu'est la polarité dans ce domaine, il faut s'apercevoir que si on prend l'édifice le plus gigantesque qui a été bâti sur la Terre, en pierre taillée, c'est-à-dire ça n'est pas un mince travail, avec des dimensions très spécifiques qu'on découvrira dans ce deuxième film et dans le quatrième, cet effort a été consenti parce qu'il y a évidemment une raison impérative pour le faire. On ne fait pas ça pour faire un tombeau dans lequel on ne trouve personne d'ailleurs. Dans aucun tombeau d'Égypte, on a trouvé quelques dépouilles mortelles humaines. Aucun. Donc, on laisse croire au public que si c'est un tombeau, en réalité, non. Au mieux, ce serait un cénotaphe, c'est-à-dire une figuration de la présence d'un mort. Tout cela, c'est du vent. On peut balayer tout cela. Malheureusement, je ne m'en prends pas aux égyptologues, je m'en prends à la méthodologie par laquelle on trafique tout maintenant. On a une théorie, on essaye de tout mettre dedans alors que presque rien n'y tient. Il est évident pour la personne qui voit LRDP pour la première fois, lorsque Jean-Pierre Adam dit c'est un tombeau et ça ne peut rien être d'autre, totalement exclu, là il y a un problème. On va faire des choses comme ça, de cette sorte. Et le fait d'avoir montré que la Grande Pyramide, c'est quand même un recueil de sciences, et ça n'est pas que cela,
et également une machine à indiquer le temps sidéral, ça fait quand même trop pour manger en une seule fois. Mais on va voir que ma démonstration, là, c'est même pas 10% de ce que j'ai repéré, découvert, classé dans l'ordre voulu par les anciens. Donc j'en reviens à ça. Nous avons une grande pyramide qui a été pendant des siècles et des siècles le plus gigantesque des édifices, fait par des esclaves, soi-disant 100 000. Les plus gros chantiers sur la Terre, c'est environ 15 000 personnes. Et toute la logistique est faite par ordinateur. Ça ne peut pas se faire par une tête humaine seule qui déciderait ce sera comme ça. On pourra dire oui, il y a l'expérience de milliers d'années. Non, faux. À partir de Narmer, le premier roi de la première dynastie, eh bien, il y a environ 300 ans qui s'écoulent et on commence à bâtir des pyramides. C'est-à-dire, on dit c'est un mastaba, c'est-à-dire un banc en arabe, mastaba, dans lequel on met un mort. Là-dedans, c'est pareil, on ne trouve que des cadavres qui ont été mis après coup. Et on fait plusieurs mastabas successifs, se rétrécissant, et là, on a des marches pour aller vers le ciel. Donc, on insiste sur cette chose-là qui était purement et simplement inventée par le père d'une personne qui a acquis sa célébrité dans les parfums. On ne va pas revenir là-dessus, puisque ça sera dit dans le film. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est qu'on bâtit des choses logiques et cohérentes, mais ça n'est pas pour autant la vérité. Donc c'est bien là-dessus que j'insiste. La différence fondamentale entre le langage des anciens, leur écriture, c'est comme ce langage est doublé par des édifices qu'on ne peut pas modifier dans leur place, dans leur orientation, dans leur dimension et proportion. Ils disent la vérité là-dessus. C'est ce que Fulcanelli, donc le dernier alchimiste, hermétiste, savant des choses anciennes, a. Alors j'ai précisé dans un ouvrage que cet homme n'était pas n'importe qui du point de vue des sciences, était secrétaire perpétuel de l'Institut pour les sciences physiques, etc. Il était géologue, minéralogiste, etc., etc. Très bon physicien. C'était un homme de très haute qualité morale. Il n'a pas souhaité signer ses ouvrages. Quand on lui pose la question, il répond, ça c'est un témoignage que j'ai eu de quelqu'un de sa famille, il répond Dieu ne signe pas ses œuvres, il les donne à connaître. Je pense que c'est le meilleur modèle. Il ne s'identifie pas à la divinité, nous sommes d'accord, il dit il y a mieux que cela à faire. Donc, de toute façon, ça va passer avec le temps. Quand on lui pose une deuxième question, il dit est-ce que vous connaissez les signataires des grandes pyramides? Ne connaissez-vous que cela? Non, vous connaissez les réalisations. Dieu fait pareil. Moi, pareil, parce que c'est un bon modèle. Donc, sans rentrer dans le détail, une fois de plus, ce personnage a laissé entendre que la polarité en question, qu'il a sous-entendu être la vraie langue des oiseaux, c'est il faut voir les choses du sommet d'une pyramide pour bien les voir. Comme les oiseaux quand ils volent. Les oiseaux, ils sont à mi-chemin entre le ciel de l'intuition, des dieux, de la création, et le sol sur lequel on est collé. On s'en décolle, mais on ressemble à des oiseaux très lourds. Même les drones sont très loin de la liberté qu'offre le regard d'un oiseau, etc. Donc, toutes ces choses sont à considérer. J'avais dit également que dans le mot oiseau, nous avons toutes les voyelles et deux consonnes. La lettre S, qui est centrale, c'est la lettre de la manifestation. Donc, ça se lit manifestation de toutes les énergies et de l'esprit lui-même. Et X, l'esprit inconnu. C'est-à-dire que l'oiseau a été utilisé dans tous les arts du monde pour exprimer ce qui est de l'ordre de l'esprit, c'est-à-dire quelque chose qui vole, dont on ne sait pas où il va, pourquoi il vient, etc., pourquoi on l'a quelquefois et pas tout le temps, etc. Donc c'est bien une figuration emblématique et non pas le terme moineau aussi. Moineau aussi est constitué des lettres en question. Mais moineau, c'est la figuration la plus humble qu'on trouve. C'est le plus petit des passereaux qu'on trouve dans les villes d'ailleurs, avec certains autres, mais beaucoup plus discrets, qui ne font que chanter. Mais le moineau, c'est un individu qui a une vie sociale, etc., qui vaut la peine d'être observé. On ne sait pas d'ailleurs du point de vue thérapeutique à quel point les oiseaux sont utiles, comme les dauphins, les chevaux, etc. C'est très, très important d'observer les oiseaux. Il y avait même une discipline chez les anciens qui considérait que l'oiseau était capable de donner des signaux, parce que lui, il fait partie de l'univers. Nous, on est séparés par notre libre arbitre. Mais on doit rattraper ce handicap. Donc les oiseaux, ce sont des intermédiaires. Regardez à Noël, qu'est-ce qu'on mange? Un oiseau, figurativement, on mange le plus gros des oiseaux qu'on trouve en France pour se dire, l'esprit de la religion, c'est la liaison entre la pointe
qui est montré, une pointe d'une pyramide verte qui est un arbre dont les feuilles, en principe, ne tombent jamais. C'est un arbre qui reste toujours vert, etc. Qui plus est, son baume, je rappelle qu'en allemand, Baum, c'est l'arbre, eh bien, son baume, c'est une résine qui fait vivre plus longtemps ceux et celles qui savent l'employer. On ne va pas rentrer dans le domaine secret. Alors, avant moi, il y a eu beaucoup de monde qui s'est intéressé. Il y a Fulcanelli, donc, qui était un monsieur très qualifié, un grand commis de l'État par ailleurs. Il était tellement discret que c'est lui qui a eu l'idée de construire pour l'exposition universelle la Tour Eiffel. C'est lui qui a insisté, qui a aidé à la manœuvre. Et je sais d'où ça part du point de vue historique et géographique d'un tout petit village qui se trouve en Haute-Vienne. L'idée lui est venue quand il était dans ce village. Donc, c'est devenu le monument le plus haut de Paris, à l'exception du Sacré-Cœur, qui est un tout petit peu plus haut, parce qu'il y avait un conflit entre les francs-maçons et l'Église à cette époque. Donc, toutes ces choses-là, qui sont inconnues notamment, plus particulièrement par les trolls, qui sont de grossiers incultes, ces choses-là font que, sans connaître l'histoire, on ne sait rien de la congrégation qui a apporté cette science. On ne peut pas savoir comment je pense, ni qui je suis en réalité, et pourquoi je le fais. Je le laisse entendre, c'est pourquoi je viens auprès de vous, pour expliquer ces choses. Je sais que des personnes vont se dire, ce type-là, c'est peut-être un grossier personnage, un lourdeau, peut-être il est excessif dans sa manière d'être, mais il faut du courage pour affronter ce qu'il a affronté. Et en même temps, il donne. Il n'a pas arrêté de donner dans toutes les conférences, dans tous les cours, etc. Je n'arrête pas. Dans les livrets, il y a 134 livrets rédigés de 60 pages. Ça fait quand même du travail, plus des livres dont la richesse est à remarquer. Et contrairement à ce que disent les trolls, j'apporte toutes les références dans les livres. Dans le film, c'est impossible. Mais dans les livres, je le fais et avec précision. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suppose, ils n'ont pas attaqué mon livre. Ils disaient même qu'il n'existait pas, mais ils ne se sont pas excusés en disant « Monsieur Grimont, on s'est trompé lourdement, votre livre existait ». Ils ne savent pas qu'ils vont en prendre 2 sur la figure, en plus, dans ce domaine, et rien que pour le premier film, pour expliquer dans les profondeurs. Après, ça sera dur pour eux d'exister, parce que ça sera tellement écrasant. Les 10 premières minutes du film suivant, c'est une catastrophe internationale pour la science. Il faut bien se mettre dans l'idée que ce que j'ai dit, à savoir un changement de paradigme, un changement d'appréciation de ce qu'est la vraie science, ça va vraiment modifier les personnes de manière profonde et elles seront toutes égales les unes par rapport aux autres parce qu'elles auront la même vision de ce qu'est l'existence, de ce qu'est le passé. En réalité, il faut être clair, et je vais le dire de manière très ferme et solide, nous sommes abusés. Il y a toute une équipe de marlous qui transforme l'histoire pour faire croire qu'eux ont des droits que d'autres n'auraient pas, etc. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est pire que le reste. Et pour revenir une fois de plus au sujet, on dit oiseau pour la raison suivante, c'est que l'oiseau, contrairement à la plupart des animaux terrestres, a 2 pattes comme l'homme. L'homme, il est représenté comme un potentiel angélique. D'ailleurs, dans la Bible, Jésus est censé dire dans les évangiles que l'homme dépasse l'ange en dignité. Donc, à un moment ou à un autre, on va sortir de nos ailes, on sera comme un poète bien célèbre, le Baudelaire, comme dirait l'autre. Eh bien, on a des ailes, mais elles sont trop grandes, on ne peut pas s'envoler. Ce qu'il faut, c'est donner un coup d'appui sur les pieds, c'est ce que je vais essayer de donner, de sorte qu'on n'aille pas nager ou planer, mais vraiment être capable de s'envoler vers d'autres objectifs que ceux qui sont le cadre dans lequel on maintient notre tête de noyer. À savoir, il faut avoir un travail pour subsister, il faut que ce travail soit rentable pour ceux qui nous l'imposent, etc. Tout ça, ça va voler en éclats tout seul. Tant pis. Il y en a beaucoup qui essaient de m'empêcher. Je les attends. J'ai déjà eu des agressions, je vais vous le dire très franchement. J'ai été l'objet de 2 agressions. Une grave, parce que si j'avais été tué ou blessé sérieusement là-dedans, et pas de témoin. Donc, je n'en ai pas fait état auprès de la police. Mais la deuxième, Didier a été, ainsi que 3 autres personnes, témoins de la fin de l'agression. Il y avait 5 personnes. Et sur les 5, je crois qu'il y en a 3 qui ont fait un petit séjour à l'hôpital. Il y avait du sang par terre, pas le mien, fort heureusement, mais je veux dire que dans ce domaine, ça va. Je suis un grand garçon, j'ai beaucoup d'expérience. Ça m'étonnerait que 5 autres fassent le poids, même s'ils ont la trentaine et moi le double d'âge. On revient au sujet, s'il te plaît. On revient au sujet. J'ai une autre question.
Alors là, on va plus précisément parler de la langue française. Dans une de tes interventions, alors je ne sais plus laquelle parce que j'en ai vu pas mal et je ne pourrais plus te dire quand est-ce que tu l'as dit. Aïe, Non, mais c'est vrai en plus. on s'en fiche, Dizzy. Vas-y. À un moment donné, tu dis que la langue française serait la langue originelle. Oui, à plusieurs fois, Pourquoi? parce que, comme son nom l'indique, c'est la langue franche. Et de ce fait, ses racines sont extrêmement anciennes, puisqu'il y a très longtemps que la franchise, en tant que vertu, a été abandonnée. En réalité, donc, la langue française, c'est l'une des plus riches, des plus souples du monde, et elle prend non pas appui sur le grec ou le latin, c'est l'inverse qui s'est produit. Ce sont les francs-maçons, et avec Émile Littré, qui est franc-maçon, donc, comment dire, au siècle dernier, qui ont imposé cette idée que le français serait emprunté au grec et au latin, totalement débile. Les savants de l'ancienne France, c'est-à-dire antérieurement à la Gaule, qui étaient des gens extrêmement instruits, sont allés instruire non seulement les Grecs, mais aussi les Égyptiens. Il faut relire les ouvrages classiques où les Grecs disent « nous avons reçu ce qu'ils appellent, eux, des druides ». Et les druides, ça veut dire ils font le vide en eux pour récupérer le grand savoir d'ailleurs. Mais bon, la traduction, ça sera pour des gens de profession quand ils comprendront. Il y a des gens qui ont compris cela et qui ont écrit là-dessus des gros ouvrages, mais comme par hasard, ils sont très difficiles à trouver. Sur Internet, de plus en plus, il y en a. Dès que j'en ai parlé quand j'étais chez Bob, je crois, chez Bob qui trafique la vérité, justement, hein, j'insiste là-dessus, eh bien, pour 30 deniers, hein, comme Judas Bricot. Hein. Bon, eh bien, cet auteur, c'est Hilaire de Barenton. C'est un prêtre à l'origine, hein, et il a travaillé pour instruire ses contemporains. Barenton, c'est la fontaine, figurativement, c'est là d'où jaillissent toutes ces eaux pures et rafraîchissantes, c'est la fontaine de la forêt de Pimpon. Vous avez vu les pompiers là qui se sont fait matraquer la figure? Ouais. Oui, bah c'est leur Pimpon. Il y a deux notes, comme la police. Eh bien, la forêt de Pimpon, c'est également dite forêt de Brocéliande. C'est là que se réunissaient en congrès de savants. Il y avait deux réunions annuelles pour les druides, les bardes, les ovates, etc., c'est-à-dire toute la clique qui structure le monde antérieur à l'arrivée des Romains, qui ne sont que des brutes. Romais, en grec, ça veut dire des brutes épaisses, des cornichons qui ne savent que se ranger en ordre et taper sur le voisin. La police actuellement, enfin les CRS plus exactement, j'apprécie la police, mais j'aime pas le caractère de chien de garde des CRS. Bon, revenons au sujet. Donc, Hilaire de Barenton commence par la lettre H, son nom, et Hilaire, qu'on trouve par exemple dans Maxillaire, c'est pour bavarder des choses sans avoir à les dire. Donc ça, c'est la manière dont les anciens se débrouillent. Je donne l'exemple, par exemple, pour les deux bouquins de Fulcanelli que j'ai cités, Le mystère des cathédrales, ça doit se lire le mystère d'Hécate et du Graal, c'est-à-dire de la lune pleine, et le Graal, c'est-à-dire le récipient sacré par excellence. Il n'y en a qu'un, d'ailleurs, c'est dans le contexte de l'alchimie, mais je ne vais pas discuter de ça, qui est une discipline particulièrement abstruse et méconnue. Donc, et l'autre, les demeures philosophales, ça doit se lire les deux morts philosophales, à savoir que la première, c'est la mort de l'esprit qu'on doit effectuer durant son existence. La mort de l'esprit ancien. Dans les textes classiques, ésotérico, machin, truc bidule philosophique, on dit qu'il faut se séparer du vieil homme. Le vieil homme, c'est parce qu'il n'a pas gardé l'enfant lui-même. Donc, il n'a pas cette spontanéité, ce désir de connaître. Donc, il est cuit, lui. Il est cuit dans le sens réel. Il s'est desséché, il n'a plus de vitalité. De ce fait, voilà. Or, c'est ce que j'ai souhaité faire, c'est donner un peu d'eau à toutes les personnes assoiffées, dans le cadre même de ce qui est dit dans les évangiles. Venez à moi, ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, etc. La vérité les affranchira. Moi, je travaille dans ce cadre. Je ne peux pas dire que je sois chrétien ou catholique ou quoi que ce soit. Je suis bibliste, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est de considérer la Bible telle qu'elle a été écrite, c'est-à-dire un ouvrage hermétique. Maintenant, cet ouvrage a été corrompu, falsifié par beaucoup de gens de cette clique que je dénonce en permanence et qui est toujours la même, hein, partout, tout le temps, là où il y a des guerres, des révolutions, des misères, ce sont les mêmes. Tu vas avoir des ennuis si tu passes ça, tu pourras couper si tu veux. Donc, non, je ne couperai pas.
Non, tu as raison. Eux, ils coupent. Tu vois, je t'ai piégé. Hein? Tu vois, c'est comme ça l'habileté du langage, la dialectique. Quand j'enseignais, au tout début des cours, j'enseignais comment dire, l'importance de la parole. Socialement, tu parles bien, juste, fort et tout cela, de manière très intelligible, tu fais ta trace, même si tu es né de la terre, comme c'est mon cas. Mes grands-parents vivaient dans la terre, littéralement, puisque le sol, c'était de la terre battue. Il n'y avait même pas l'eau courante, il y avait une ampoule de 20 watts qu'ils avaient artificiellement comment dire, pris de l'électricité comment dire, des fils électriques dans la rue voisine et des choses de cet ordre. Ma mère, c'était pareil pendant toute la période où on est né, mes deux frères et moi, et c'était vraiment l'extrême limite. Mais on n'était pas malheureux pour autant, sauf au moment où ma mère n'a plus eu les moyens de nourrir les 3 enfants. On est parti en pension pour 10 ans. On n'a pas à se plaindre, on a été nourris, choyés, etc. Et au lieu de m'intéresser à tout ce qui faisait la vie mondaine, pour ma part, j'ai étudié. Ce qui a fait que je suis allé en tout et pour tout qu'une fois en boom dans mon adolescence. Et au lieu d'essayer d'aller draguer, j'allais lire dans les bibliothèques, etc. Et j'étudiais pour mon propre compte. Mais ça, j'avais été dirigé implicitement par mon grand-père. C'est pas lui qui m'a imposé ça, c'est lui qui a éveillé ma pensée vers ces choses-là. Et ça ne m'a jamais quitté. Je peux dire que quand vous avez des misères morales et que tout est à place, ce qui m'est arrivé dans mon existence, c'est à peu près la seule chose qui vous reste, c'est la nature, parce qu'elle est toujours égale à elle-même et qu'elle enseigne sans avoir rien à dire. Ça, c'est super. C'est à soi de voir si ce que l'on pense est conforme à la chose. Or, justement, la langue franche, elle est capable de ça. Je dis le mot nature, c'est le mot par lequel les anciens Égyptiens désignaient les dieux, c'est-à-dire les forces qui modèlent la nature, qui modèlent le temps, l'énergie, tout cela. C'est donc l'information, pour être clair. Et donc, le nitre dont j'ai parlé, 14e dans sa petite boîte c'est le principe qui supporte prana, c'est-à-dire la force de vie. Donc, c'est une langue vivante parmi toutes les langues vivantes, et l'étude véritable du français apporte des informations sur toutes les autres langues. Ce qui fait que j'ai eu l'occasion de proposer à un docteur en anthropologie d'exposer ce qu'il a appris. Il passe son temps en Chine, en Russie et en Mongolie, à étudier les rapports entre ces langues, entre ce qui fait une langue comment dire, polarisée occidentalement, avec les désinences comme les Grecs, comme les Latins, et une langue agglutinante comme le mongolien. Donc lui, il étudie cela. Et je lui ai proposé qu'on fasse un échange filmé d'abord, mais il m'a dit non, je préfère le dire en public. Si on me voit avec toi, je vais avoir tous les ennuis du monde, ce qui est vrai. Et ça c'était destiné à montrer simplement que le français a dans ses structures les mêmes éléments que dans le mongolien, dans le russe, l'écriture cyrillique est aussi et compose beaucoup. C'est pourquoi d'ailleurs on transmet des valeurs totales et complètes à travers des éléments de l'écriture cyrillique. Pi et phi, en réalité, si on devait les écrire correctement, on utiliserait la graphie grecque pour pi, c'est-à-dire 2 dolmens et un plateau par-dessus, et ainsi de suite, ou une entrée de porte, puisque c'est ça, hein, la fonction générale. Vous verrez Stonehenge décrypté par ce moyen, c'est délirant. Mais bon, on n'en est pas là, le film portera ce qu'il a apporté. L'intérêt du film, c'est que je fixe dans une écriture visuelle des choses que je ne pourrais pas expliquer en moins de temps, avec autant de précision et de complétude. Néanmoins, c'est un gros travail. Il faut aller sur place, ça coûte très cher. Moi, il y a longtemps que j'ai épuisé mes maigres finances à ce travail-là, mais ça va, je n'ai pas à me plaindre, je suis en bonne santé et je m'y applique. Je n'ai pas de désir autre que de prolonger le travail, tout va bien. Donc revenons sur le français. La caractéristique numéro 1 du français, c'est qu'elle permet d'adapter toutes les autres langues. C'est en cela qu'on la reconnaît comme la langue centrale et la plus ancienne. C'est le réceptacle de toutes les formalisations d'autres langues, que ce soit l'arabe d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de discuter avec des arabisants, des hébraïsants, évidemment, toutes sortes de langues par des gens qui non seulement la connaissent par l'usage, mais par l'étude. Et le résultat est toujours le même. Dans le français, il y a toujours tout cela. Comment se fait, je n'en sais rien, ça ne m'intéresse pas outre mesure, mais tôt ou tard, on sera obligé, parce que j'en donnerai des exemples dans le prochain film, de reconnaître que dans notre alphabet, il y a une structure, il y a des nombres, il y a des valeurs géométriques, et là-dedans, vous allez découvrir qu'il y a les nombres
pi et phi. Donc, il y a vraiment une modélisation, si je puis dire, d'un transport. Le problème étant que, comme c'est refusé sans étude, eh ben, on n'arrive pas à faire franchir le cap de la médiatisation. C'est ce que je vais faire grâce au film. Et si j'avais eu Patrice Pouyard fidèle à ses engagements du début, on aurait fait le film il y a déjà 3 ans. Donc, on ne serait pas en retard là-dedans, d'une part, et il aurait commencé à apprendre vraiment ce qui est. Au bout de 18 ans, il ne savait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'apprend pas. Pour lui, c'est touristique. Il a fait d'ailleurs un film touristique, BAM, sous-entendu, je t'envoie la porte dans la figure, ça fait BAM, mais ça fait BAM, pétard mouillé plutôt, et surtout comme s'il se tirait une balle dans le pied. Il a fait du tourisme. Il a fait une copie de LRDP, moins tout ce qui fait vivre LRDP et moins tout ce qui est important pour le public. Moi, j'ai charge de faire connaître au public la prochaine étape, et de plus en plus, d'ailleurs, le monde savant s'aperçoit qu'on approche d'une étape cyclique. Je vais vous dire un secret que vous allez retrouver explicité dans le film, c'est que la constante dite du nombre d'or, phi, détermine des cycles dans le temps. Et la démonstration est radicale parce qu'elle est applicable à quelque chose qui va être montré et qui, comme c'est un phénomène astronomico-physique, on n'y échappera pas. Quand j'aurai montré ça, il s'agira de se dire, oui, on a quand même loupé pas mal d'années. L'autre Cornichon nous a prévenu il y a 10 ans, et pendant 10 ans, on n'a même pas essayé de regarder. Je vais vous dire le travers de ces pseudo-zététiciens, pseudo-scientifiques. S'ils avaient eu la moindre manière de comprendre les choses, ils se fussent aperçus que dans le film LRDP, la seule chose à connaître, c'est la vraie valeur de la coudée. Si on enlève cette valeur de la coudée, tout s'effondre. L'équateur penché, c'est le hasard, tout s'effondre. Le pyramidion n'a pas de valeur, etc. Il n'y a rien. Mais si on fait ça, si on s'imagine capable de faire ça, on retire toute l'information utile qui nous vient des cycles cosmiques et qui s'applique aux humanités successives. Donc les questions à se poser, qu'ils auraient dû se poser, c'est celles que j'ai demandé que l'on se pose, à savoir, selon vous, ce qui a été exposé est vrai ou faux, premier élément, selon vos critères. Je vous ai demandé, allez vérifier tout ce que je dis. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, ah ben attends, c'est pas correct, 3 chiffres après la virgule, après c'est faux. D'accord, mais en architecture, on fait au tiers de millimètre dans les meilleures approximations, notamment en matière d'orientation. On est loin du compte, on l'a montré dans le film. Tycho Brahe, au XVIe siècle, n'était pas foutu d'orienter l'Observatoire de Paris, et les autres d'ailleurs, parce qu'il n'en a pas fait qu'un. Alors que la Grande Pyramide est orientée avec une précision quasi diabolique pour un truc gigantesque, énorme. Il faut aller sur place pour s'apercevoir que c'est hallucinant. Et en plus, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a l'impression que ça n'est pas si énorme que ça. C'est qu'on a fait le tour, on se dit, bah, je viens de parcourir presque 1 kilomètre, et c'est un amoncellement incroyable. J'ai donné dans le livre des comparaisons. Il aura fallu 8 ans pour changer de place le site d'Abou Simbel. Il a changé de place d'environ 60 à 80 mètres pour le sauver des eaux du barrage d'Aswan, du nouveau barrage. Et ça a coûté quand même un grand nombre de millions de dollars. Il y a eu 55 pays pour financer et réaliser cela, 8 ans. Il aura fallu nombre d'années, c'est 12 ans, pour remplir une carrière dont le creux a un volume inférieur de 100 000 tonnes de gravats. Simplement déposer des choses. Si on fait une pyramide comme le prétend Jean-Pierre Adam et ses coreligionnaires et égyptologues en général, il faut 20 ans pour faire ça, mais alors c'est une équipe délirante. On avait questionné Jean-Pierre Martin, donc chef de projet, me dit, il nous a dit en aparté, on l'a pas mis dans le film, mais on pourrait, si Patrice Pouyard était à la fois un peu moins stupide et plus véridique, on pourrait dire ce qu'a dit Jean-Pierre Martin. Il a dit quasiment textuellement, écoutez, je vais vous dire, je ne sais même pas par où commencer. Dans un chantier pareil, je ne sais même pas par où commencer. C'est dire à quel point, d'abord, il est pragmatique, concret et honnête, lui. Donc, malheureusement. Donne d'autres exemples liés à Patrice Pouyard et sa turpitude. En revenant du premier voyage fait à l'île de Pâques et en Bolivie, à Tiahuanaco, il a demandé que tous les documents, c'est-à-dire photos et vidéos, lui soient remis en disant « je vous les restitue après », ce qu'il n'a pas fait. Or, il y avait le témoignage d'un gardien de l'île de Pâques qui était associé au site des petites îles qu'on trouve au sud-ouest de cette île.
Et il nous observait longtemps, et moi j'avais remarqué que cet homme nous observait, nous regardait, et tout particulièrement ma femme qu'il essayait d'approcher. Mais ça, c'était pas pour des raisons, si je puis dire, identiques à celles de DSK, pour figurer la chose en petit, c'est parce que ma femme est chilienne d'origine et que l'île de Pâques est chilienne. Donc il voulait confier quelque chose, et au bout d'un moment, il s'est mis à lui parler parce qu'elle s'était assise par hasard à côté de lui. Il lui a dit: mes parents et mes grands-parents ont été archéologues. Je suis d'origine chilienne en partie et d'origine Rapanui, c'est-à-dire une partie de sa famille vient du continent sud-américain et l'autre est née sur cette île-là. Et il nous a dit: mes grands-parents qui étaient affectés à cette île en tant qu'archéologues ont découvert des os de géants. C'est-à-dire, c'est pas un homme de grande taille, il devait faire 1,70 m à tout casser, mais il disait: les fémurs de ces géants m'arrivaient sous le bras quand j'étais adulte. Et quand ces choses s'est su, les Américains, guillemets, puisqu'on ne sait pas qui sont les Américains, il suffit de parler anglais et d'avoir un passeport, sont venus chercher les os et on n'en a plus jamais entendu parler. Et chose curieuse, on a eu le même témoignage, mais d'une femme représentante de la communauté Aymara, les Indiens des hauts plateaux des Andes, entre autres, et qui nous a dit presque la même chose. Elle dit: quand j'étais petite, il y avait des tiroirs entiers pleins d'os de géants. Et ma sœur et moi, on avait peur de cela. Et quand les archéologues ont décidé d'en parler, à l'époque, elle n'était pas dans le domaine de l'archéologie, eh bien, ils ont tout fait pour confisquer les os, etc. Eh bien, les Indiens Aymara ont changé la donne, ils sont allés enterrer les os à un autre endroit. C'est-à-dire qu'ils les ont soustraits à la suppression du contexte scientifique. C'est comme ça qu'on s'y prend dans les sciences. Quelque chose n'entre pas dans la théorie, on ne va pas modifier la théorie, on gagne beaucoup d'argent avec ça, l'enseignement repose là-dessus, etc. Donc, on va casser les choses, les brûler, les tordre. Et là, je fais une accusation collective et non pas individuelle. Mais ce qu'on a montré dans le premier film, à savoir la transformation de la forme d'un pyramidion, qui était pourtant importante, puisqu'il donnait comme dimension de son périmètre le nombre pi en mètres. Comme hauteur, il donnait 1 mètre, et comme apothème, c'est-à-dire la ligne qui va du sommet jusqu'au milieu de la base, il donnait la valeur de la racine carrée du nombre d'or. Qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux? Qui plus est, c'est homothétique à la Grande Pyramide, c'est-à-dire si on agrandit ça 230 fois et un peu plus, on a le profil et les dimensions de la Grande Pyramide. Est-ce que cela pourrait être considéré comme une maquette? Pourquoi pas? Mais ce qu'on se pose comme question, c'est pourquoi c'est devant la face est de la pyramide rouge à Dachour, c'est-à-dire à quasiment 40 km au sud, alors que ça devrait être mis en évidence à côté de la grande pyramide de Khéops, compte tenu du fait que c'est les mêmes angles, les mêmes proportions, etc. Et c'est l'unique pyramidion des anciennes dynasties, c'est-à-dire la 4e en l'occurrence, qui a été trouvé. Tout ce qu'on voit au musée du Caire, ce sont des pyramidions qui sont venus longtemps après. La preuve, c'est qu'il y a de l'écriture dessus. Là, il n'y a rien, mais ce truc parle. Et je rappelle, pour terminer ce petit chapitre, pourquoi le français, Jean-François Champollion, c'est parce qu'il est français qu'il a compris comment ça fonctionne. Parce que dans le français, on a un humour qui n'est pas celui des Anglais, mais on a un esprit qui est très différent. On ne fonctionne pas de la même manière. D'ailleurs, cet homme, Fulcanelli, disait: le français, c'est un homme qui pense comme les Grecs, qui travaille comme les Latins et qui a l'intuition des Égyptiens anciens. Sous-entendu, la capacité à aller au-delà des apparences, etc. C'est pourquoi je suppose qu'historiquement, on a un très gros tribut à reconnaître à la France en matière d'art, de littérature notamment, de sciences et toutes ces choses-là, et une maîtrise assez complète, si je puis dire, de la bêtise sociale. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas aux professionnels des choses de cet ordre. Moi, je vais vous dire mon objectif politique. C'est très simple, je n'ai pas l'intention de m'engager en politique, il s'en faudrait beaucoup. Simplement de dire qu'il est stupide de voter pour quelqu'un dont on sait que c'est un personnage déjà corrompu avant même d'arriver au pouvoir, et depuis longtemps. Ce qu'il faut, c'est voter massivement pour des idées et repousser toutes les prétentions des politiciens de métier. On voit qu'il s'augmente, il passe de 900 € à 1200 € pour avoir des garçonnières pour s'envoyer en l'air à Paris, alors qu'il diminue les APL, c'est-à-dire la manière dont les gens peuvent vivre avec l'aide de l'État, c'est-à-dire avec l'aide des gens qui travaillent.
etc. Donc là, on est dans le délire complet, une inversion totale des valeurs que j'appelle talmudiste, hein, puisque c'est un procédé talmudiste. Et donc, moi, je refuse cette manière de faire. Je dis, votez pour des idées. Lorsque vous êtes d'accord sur telle idée, il n'y a plus de conflit possible. Tout le monde est d'accord. Les points essentiels, c'est que la famille, c'est vraiment le centre de la vie humaine. Mais ça ne veut pas dire que les familles doivent procréer comme avant et faire des tribus. On a un record, hein, il est en Angleterre, c'est une femme qui en est à son 32e enfant quand même. C'est rien du tout, ça. Madame Vassilette, une Russe, a, elle, mis au monde 69 enfants. On n'en est plus dans ces proportions. Les gens, si on leur explique que l'idée centrale à bien connaître et à bien comprendre, c'est qu'on est beaucoup trop sur la planète. En réalité, on pourrait nourrir tout le monde, mais on est trop en ce sens qu'on va de plus en plus vers les dépenses de confort. Et ça mine une économie, quelle qu'elle soit. On n'a pas besoin d'avoir des lavabos en marbre et les faire venir d'Italie ou de Chine et des choses de cet ordre-là. Donc, il faut être raisonné, il faut se comprendre qu'on doit penser d'abord à la collectivité qui nous accueille et des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'idée que je défendrai. Et à mon sens, ça va déjà plus loin que ce pauvre François Asselineau qui rame dans les idées anciennes. Parce que l'avenir, c'est ça. On a l'informatique pour cela, pour dire l'écologie, c'est une chose intéressante, pour ne pas dire indispensable, mais il ne faut pas la laisser aux politiciens, il ne faut pas la laisser aux banquiers. C'est une chose qui n'est pas supportable. Eux, ils s'en foutent du moment qu'ils ont des pouvoirs, des moyens, etc. Ils savent qu'ils vont léguer la chose à leurs successeurs et qu'eux se débrouilleront encore et plus. On a besoin de cela. En français, par exemple, il y a toute une série de mots qui viennent appuyer ce que je viens de dire. Mais il faudra que je les fasse connaître au bon moment. Là, je mélange un peu tout pour dire qu'il y a de la matière. Parce que certains sont allés, mais ce sont des trolls, donc on peut les excuser. Être stupide comme ça, c'est une maladie. Et ils m'ont dit, oui, c'est parce qu'il n'y a aucune matière pour faire un autre film. Pouillard a tout épuisé. Mais Pouillard n'a même pas effleuré le sujet. Pouillard est un ignorant indigne qui a saboté, enfin qui a tenté de saboter. Ben, il s'est trompé, il s'est saboté lui-même. Il s'est littéralement pendu à une corde de laquelle il ne pourra rien faire. Et pour en descendre, simplement, il faudrait que je lui dise, tu es capable de prendre un engagement devant le monde entier, maintenant on va réfléchir si tu mérites par ton travail de récupérer la place que tu as abandonnée de manière frauduleuse, tordue, pourrie et indigne. Voilà, c'est tout. Moi, s'il m'avait dit le lendemain du clash, je crois qu'on s'est trompé, etc., quelles sont les conditions? J'aurais dit, la condition est simple, on fait comme avant, on travaille toi et moi, et les personnes que l'on contracte par contrat, mais il ne faut plus Adrien Moisson, qui est un escroc, hein, soyons clairs sur les mots, etc. Voilà. Moi, j'essaie de l'attirer, Adrien Moisson, s'il veut répondre à ce qu'il appellerait volontiers une insulte. Je suis d'accord, allez, en justice. J'y suis allé, j'ai passé quand même 9 ans et 4 mois à me défendre contre ces cornichons, sans raison d'ailleurs, parce que tout était faux, mais il a fallu bien la justice aussi. On a une ministre de la Justice, on se demande si vraiment elle sait ce dont on parle, si elle sait les dégâts que ça fait dans le peuple. Mais je crois que ces gens-là, ils s'en fichent du peuple. C'est simplement une... Ça semble maintenant une évidence pour tout le monde, que quand nous sommes pas sages et qu'on en a marre d'être pris pour moins que rien, on sort des maisons, mais on se fait taper dessus, on rentre dans la maison. Évidemment, alors on va parler des gilets jaunes. Regardez, gilet jaune. Alors, sachez quand même pour la cabale hermétique que le jaune, c'est la couleur des réprouvés. Vous savez, la petite étoile jaune qui était figurée, là, etc. Dans les bagnes, au Moyen-Âge, les gens qui étaient en jaune étaient des gens dont on ne pouvait pas garantir la confiance, la sincérité, l'honnêteté, etc. Donc, ils étaient déjà mis de côté. Je pourrais multiplier les exemples puisque les Asiatiques ont subi cette manière de faire parce qu'ils étaient jaunes de peau. Je vais vous dire que c'est fort. Mais pourquoi jaune, c'est important? Ça, c'est une question qu'on devrait poser à des gens qui étudient les langues. On va prendre des exemples. On va dire les Alpes, d'où ça vient? Le mot Alpes. Bonne question. Ça vient de alba, blanc, d'abord, et la transformation du B, de alba, qui est devenu un P, c'est parce que l'écriture grecque de la lettre
P ressemble à un R de notre langue, et la lettre R qui est sous-entendue dans le rho grec, qui a la forme d'un P, c'est la puissance. Et en effet, comme dans la région, c'est la chaîne de montagne la plus aiguë, la plus trapue, etc., on suppose que la force a été très importante pour faire pression de part et d'autre, et ainsi de suite. Mais je vais par exemple donner un autre exemple sur ce. Vous regardez le mot, je le choisis, hein, latin, le mot latin. Ouais. Vous dites L-A-T-I, vous arrêtez là et vous inversez. I-T-A-L, c'est Ital, comme ce le seront les Italiens. Donc il y a une filiation qui se perçoit dans ces deux mots, mais que personne ne veut admettre, alors que ce sont des procédés qui sont sur toute la planète. La langue originelle, l'écriture originelle ne fonctionne que comme ça, selon la position, selon le sens de lecture, etc., etc. Je pourrais en donner des milliers, là, je n'ai pas la tête autre chose que farcie à cause des trolls ce matin, et parce qu'on est en pleine situation d'aller à la police pour déposer des mains courantes, des plaintes contre X, etc. Et je vais entreprendre de rédiger moi-même les assignations. Je peux vous dire que ça a dansé. Parce que dans la partie de 9 ans et quart, je n'avais pas mon mot à dire, puisque, évidemment, il est vieux, il ne comprend rien à rien. C'était pour éviter que je prenne les rênes et que j'écrase tout ce petit monde. Néanmoins, maintenant, j'ai bien compris la manœuvre et je peux m'en soustraire et je vais y aller. Ce sera vraiment très agréable de mettre une fois pour toutes arrêt à ces choses-là. Écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, Jacques, c'est que, bon, même si effectivement on déborde un peu par rapport au sujet initial, etc., moi, sache que de toute façon, je trouve logique et un peu normal, si tu veux, que tu te défendes un peu, parce que là, pour le coup, je te donne la parole et il n'y a aucun souci pour moi, je l'assume et je sais ce qui… Pardon ? Il ne faudrait pas que ce soit que cela. Question suivante. Non, bien entendu, voilà. Non, ah bon. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Fulcanelli. Oui. Je me suis j'ai pris son livre Le mystère des cathédrales que j'ai lu. Clairement, j'ai rien compris. Ouais, oui. Mais je n'ai rien compris au livre. C'est normal. Donc, voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, première lecture, bon, c'est pas grave. Tu vas reposer ça tranquillement, etc. Et quand j'ai commencé à me poser des questions justement sur la langue des oiseaux, etc., je me suis aperçue, je me suis dit peut-être que pour comprendre ce livre-là, il faudrait que je le lise à voix haute. C'est probablement une des manières. Je te donne un aperçu de Fulcanelli. C'est un homme qui prend un pseudonyme pour que son nom, mais je vais le donner son nom, vous allez voir pourquoi. C'est un homme qui ne veut pas être apparent. Son nom, c'est l'apparent. Et il ne veut pas que ce qu'il a écrit soit pris pour des choses ordinaires, etc. Donc, on s'y intéresse malgré la difficulté. Parce que lui, dans sa vie morale, il dit « La nature est difficile à pénétrer, mais c'est l'effort qui qualifie la hauteur morale des humains. Ça n'est pas la paresse. » Donc, son nom complet, c'est Albert Auguste Cochon de l'Apparent. Vous pouvez chercher, vous trouverez très peu de choses sur lui, quelques photos à peine, mais moi j'en ai fait un bouquin de 321 pages et je suis en train de rédiger le suivant qui aura lui aussi aux aventures. Il y aura 3 bouquins sur cet homme-là. Tout ça parce qu'en réalité, ma famille a touché la famille de cet homme-là. C'est pourquoi je pense pouvoir prendre la parole sur ces sujets. Ce que je voudrais dire à propos de Fulcanelli, c'est que son nom, c'est pure manière de parler des anciens. Vulcain, pour Fulca, c'est une montagne, c'est-à-dire on est obligé de s'élever avec du feu qui sort d'en dessous. Et Hélios, c'est le nom grec, donc on a du latin en bas et du grec au-dessus. Il dit implicitement, il faut plutôt aller vers la langue grecque que la langue latine pour comprendre ce que l'on est en train de dire. Et c'est vrai. Par exemple, alchimie, c'est un mot qui est formé sur une partie arabe et sémitique globale et du grec archaïque, certes, mais du grec quand même. Donc, Fulcanelli, c'est Vulcain Hélios, c'est-à-dire le feu d'en bas, le feu de l'intérieur et le feu extérieur, le soleil. Donc, il se met en relation directe avec la fameuse table d'émeraude et il en adopte le type même d'adaptation du nom qu'il s'est forgé. Voilà. Donc, il dit, sous-entendu, si tu connais la Bible, Moïse dit que Dieu est un feu dévorant, surtout après qu'il ait vu le feu dans le buisson ardent, qui est très mal traduit, mais bon, on s'en fiche. Si on traduisait correctement, ce que je vais faire le dimanche 17
lors de ma conférence sur les ovnis et les extraterrestres, surtout dans les écrits anciens. Et là, ce sont des faits. Ce n'est pas moi qui fabrique des faux, comme le prétendent les trolls. Là, ça va. Voilà. Je donnerai des indications, puisque dans le 6e et le 7e film, on aura la vérité complète là-dessus. On saura pourquoi, comment, etc., etc. Mais chaque chose en son temps, parce qu'il y a d'abord à faire évoluer la population qu'on garde de force dans l'ignorance. On lui raconte toutes sortes de choses. On parle de la droite, la gauche, c'est du cinéma total, parce qu'on continue à magouiller en dessous de manière conjointe. Ils se voient tous dans les dîners très chers pour nous et tout ça, pour se mettre d'accord sur ce qu'ils diront eux, ce que ne diront pas les autres, etc. On voit que l'Europe, c'est une fumisterie totale, qui a été engagée depuis très longtemps avant qu'elle n'apparaisse, et toujours par les mêmes. Il suffit d'enquêter là-dessus. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, mais Aristote l'a déjà figuré, si on vous fait travailler comme un esclave, c'est pour que vous n'ayez pas le temps, la force et les moyens de contrarier cette autorité abusive. Voilà. Aux États-Unis, il y a des armes. Je pense que si ce qu'a fait Macron avec les CRS s'était produit, il y aurait déjà la moitié de la population dans la rue en disant « les CRS, poussez-vous, sinon ça va mal aller ». Voilà. On demande quelque chose, on demande à être entendu, on n'a pas à être rejeté. Sinon, à quoi servent les institutions, d'une part? Le président de la République lui-même étant chargé d'harmoniser les relations entre les institutions et de garantir et de partager les tâches, mais surtout, il doit écouter. C'est son rôle, il est payé pour ça, il ne fait pas ça. Donc, je pense qu'il va être sanctionné très facilement lors des prochaines élections, si elles ont lieu. Peut-être un réveil d'ici là, auquel je pense devoir contribuer. On va voir ce que ça vaut. Et si l'électrochoc est suffisant, je pense que c'est une révolution vraie, complète, qui touche tout le monde à titre individuel et collectif, et qui permet de passer d'une modalité pourrie à une modalité viable. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je pense que tout le monde qui m'écoute sait qu'on n'est pas dans la possibilité de continuer comme ça. L'autre cornichon va à la Réunion, il fait taper sur les Réunionnais pour se faire écouter, et ainsi de suite. Il va dans les îles et il devient débile. On entend la consonance que je mets? Et ainsi de suite. Ça m'amuse. Il peut me convoquer pour rendre compte de mes paroles, j'irai. Je ne me dégonfle pas. Je pense que ce n'est pas moi qui me dégonflerai. Peu importe, on n'en est pas là. Victor Hugo disait, il y a un temps pour tout, mais il y a un temps pour les idées. Et le moment où une idée sort dans le moment utile est vrai, ça marche. C'est-à-dire la révolution se fait d'elle-même. Ça n'est pas la contrainte qui amène les révolutions, c'est l'obligation de suivre le mouvement, c'est tout. Et on veut voir de quel mouvement on va parler ultérieurement. Donc, je n'en reviens pas aux Gilets jaunes. Le problème, c'est qu'ils n'avaient aucune expérience de ce qu'est la stratégie. Donc, il y a eu beaucoup de blessés, dont certains ont dit, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie des choses possibles. Donc, les blessés décrivent Macron. Il est borgne et il lui manque une main pour travailler. Hein. Par exemple, on pourrait dire, ça, c'est la Kabbale qui l'enseigne. Pas la Kabbale hébraïque, mais la Kabbale hermétique. Donc, un petit mot sur la Kabbale hébraïque qui n'est qu'un ersatz, un emprunt, un dû, comme d'habitude dans ces cas-là, où on fait croire que la langue hébraïque, qui date grosso modo de 5 siècles avant notre ère, et qui a été construite de toutes pièces en Mésopotamie, hein, ça fait bizarre, eh bien, serait le réceptacle du savoir ancien, etc., etc., alors que l'écriture dite hermético-kabbalistique, elle date de dizaines de milliers d'années, puisque c'est la même qu'on trouve partout sur les murs, hein, que ce soit à Gavrinis, dans la petite entrée du tumulus, c'est la même écriture. Je n'en fais pas état parce que quand je le ferai de manière tellement totale qu'il n'y aura plus rien à transformer, ajouter. Un petit peu comme, pour l'instant, je joue ce qu'on appelle la lettre de Jean-François Champollion à Monsieur Dacier. Donc, c'est simplement Champollion qui dit « J'ai trouvé le mécanisme par lequel on va pouvoir comprendre l'hiéroglyphe et sa lecture. » Ben, s'il ne dit pas comment on fait, ça en reste là. Moi, je fais pareil. Je donne un premier film, je montre à tous ces cornichons de trolls qui sont à côté de la plaque et qui vont se faire couper en rondelles et humilier comme ça n'est pas imaginable. Tant pis pour eux, je les ai prévenus. Depuis le début, je leur dis
Ne jouez pas à ce jeu-là, vous n'êtes que des petits joueurs, des gens ignorants, des gens qui n'ont pas de formation scientifique réelle. Vous ne savez pas qui je suis et je n'ai pas intérêt à vous le dire parce que je sais que vous essayeriez par tout moyen de pourrir la santé encore davantage. On revient au sujet avec une question? Oui, mais avant, je vais te faire je me permets d'intervenir. Il y a une chose quand même, parce que même si effectivement cet enregistrement est super intéressant, etc., pour ceux qui te connaissent et qui te suivent, d'accord, qui ont vu tes conférences, etc., je peux vous garantir, les amis, que tout ce qui a été dit depuis le début, il y a des choses hyper importantes à noter. Et je vous conseille de regarder 3, 4, 5 fois peut-être cette vidéo. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les choses vont avancer pour vous. Et je le sais parce que je l'ai pratiqué. Et Jacques, j'ai dû voir chaque conférence peut-être, je sais pas, une dizaine de fois. Et à chaque fois, on comprend quelque chose. Voilà, il y a 100 conférences indépendantes des combien de cours? 500 et quelques cours et 100 conférences, soit en salle, soit sur site. Donc là, il y a de la matière. Et Bien je sûr. ne dis pas 2 fois la même chose. Je rappelle des éléments qui ressemblent, mais la manière dont j'exprime les choses, c'est comme voir sous différents aspects. Justement, ce que tu évoques, c'est la manière de lire des anciens qui exige que on soit non pas en relation avec des signes, mais avec le sens directement. Exactement. Et ça n'est pas facile puisqu'on n'est pas du tout habitué à cela. Quand je dis Fulcanelli, personne ne lit Vulcaelius dedans, alors que ça devrait être un automatisme. Qu'on se pose la question, mais pourquoi cette personne a mis 2 L dans son nom de famille, son pseudonyme, Fulcanelli, 2 L. Il y a du zèle, faire du zèle, mais aussi il y a les 2 L qui caractérisent le dieu Hermès, etc. Et 2 L d'oiseau, parce que la langue des oiseaux, c'est cela. Donc Fulcanelli, donc F, c'est la langue de la paternité. U, c'est une urne, c'est un vase dans lequel les choses sont à garder et déposer. L, c'est de l'ordre. Donc il dit implicitement, je suis le Père, je suis celui qui a écrit ce que vous lisez là. Ça n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien moi. Donc le secrétaire perpétuel de l'Institut des sciences en France, qui a écrit cela. Et je vous propose de mettre cela dans un endroit bien cadré, avec de l'ordre. Ensuite, l'intuition qui est figurée également par la lettre C de la Lune. Vous regardez la lettre C, c'est un I qui est courbé. Le I, c'est masculin. Ce qui est courbé est féminin. Ce qui est féminin est fécond. Ce qui est masculin est stérile. Donc, c'est bien ces modalités-là. Didier va être témoin, je n'ai jamais donné cette explication jusqu'à ce jour. Non. Mais il dort, le pauvre. Il a très peu dormi cette nuit. Donc, 4 heures à peu près. Donc, c'est ça. On pourrait continuer jusqu'à la fin. Et au centre, on trouve la lettre N dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à la fin, il dit, avec du zèle, avec l'intuition, et si vous montez vers les choses du haut, Fulcanelli, vous aurez cette intelligence dont je parle, qui est mon propos. C'est que vous retrouviez l'intelligence selon les anciens, c'est-à-dire l'intelligence de relation avec la nature d'abord, parce que c'est elle qui nous fait naître. C'est la Vierge des chrétiens. L'espace aussi est la Vierge des chrétiens. Tout ce qui est féminin et fécond, dont la nature, évidemment, dont l'intuition, dont l'intelligence, c'est sous la tutelle du féminin. J'ajouterais politiquement autre chose, c'est aux femmes de voter. C'est aux femmes, elles ne doivent pas voter parce que machin est mignon. Et encore que le modèle Macron est mignon, on aurait envie de dire mignonne, mais bon, il faut voter pour des personnes qui sont capables de représenter une pensée collective, qui sont dévouées à cela, qui sont calibré pour cette chose-là. C'est pas parce que machin est mignon qu'il va falloir voter, il va falloir voter intelligent et non pas approximatif. On n'est pas devant une vitrine de maquillage, on est vraiment dans la vie de tous les jours. Les personnes qui souffrent de nos jours souffrent du vote féminin, mine de rien. On ne le sait pas, mais il faut bien que quelqu'un le dise. C'est la majorité des votants, ce sont des femmes. Donc les femmes, elles doivent abandonner le critère machin et vaut. Moi, je préfère tout de suite voter, par exemple, Asselineau, qui est le moins pourri de tous, à peu de choses près. Soyons clairs, il fait ce qu'il peut, le malheureux. Mais ses idées sont utiles à la population. Donc c'est une opinion, ça ne vaut que cela, et je continuerai sur la question suivante, si tu veux bien. Tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de comment, à l'heure d'aujourd'hui, va se perpétuer justement la langue des oiseaux.
C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, on a eu des ouvrages, etc. Est-ce que tu penses, toi, Jacques, que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a toujours possibilité de perpétuer justement ce langage? Oui, à l'évidence, parce que je le mets à disposition de toutes les personnes qui viennent aux cours, aux conférences, qui regardent les vidéos, qui lisent mes livrets ou mes livres, d'une part, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je ne parle pas pour nous, mais ceux qui vendent, ils vont se sentir obligés de diffuser. Et petit à petit, il y a des ouvrages qui prennent de la dimension dans ce domaine. Si, par exemple, nous avions pu vendre, même à un petit prix, le film La Révélation des pyramides, selon le distributeur à l'origine, Wild Bunch, le plus grand distributeur sur la planète, avait dit ce film peut rapporter aux alentours de 13,5 millions d'euros par personne, c'est-à-dire le réalisateur, le producteur, l'auteur. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec ces sous? Avec un peu d'intelligence, on aurait tout de suite fait le film suivant, mais de manière totalement indépendante, sans avoir à recourir à des emprunts, à des assujettissement à d'autres volontés que la mienne et la nôtre en général. Mais non, ces deux-là, le producteur et le réalisateur, n'avaient pas du tout la même volonté de rester indépendants et ils ont tout de suite gaspillé ce qui faisait l'intérêt d'un film comme ça. Donc j'avais dit, faites attention, c'est la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que, bon, eux, ils ont entendu or, mais le reste, non. Une poule, c'est fragile. C'est pas un réveil matin, on ne tourne pas le cou pour que ça donne le résultat. Et un œuf, c'est aussi très fragile. Si on enlève la poule de dessus l'œuf, c'est-à-dire ce que je sais, ça ne marche pas. Donc il faut bien que ces choses soient entendues. La difficulté, mais il est normal, on n'a pas de gloire ni d'honneur à vaincre sans péril, comme disait l'autre. Eh bien là, il faut que j'aille jusqu'au bout pour démontrer non seulement que je suis une personne honnête jusqu'à un certain point, puisque je suis obligé de contourner certains obstacles. Donc, je me sers de ce que la nature offre. Le mensonge, ça fait partie des possibilités d'avoir un meilleur résultat. Je le dis très ouvertement, je suis capable de ça, mais je le fais en âme et conscience parce que je sais que de toute façon, au bout, si je vais en dehors des lois naturelles, je serai sanctionné. Et qu'est-ce que c'est qu'une sanction? C'est une rétrogradation, c'est l'impossibilité de faire ce qu'on désirait faire au moment où on le veut, etc. Peut-être que je suis en train de payer quelque chose que j'ai fait antérieurement. On n'en est pas là. Simplement, je vais aller jusqu'au bout de ces épreuves et j'aurai le temps parce que, voyez, j'ai été blackboulé par deux escrocs. Patrice Pouillard, réalisateur, qui a fait quoi avant? Un film plus ou moins pornographique, sans intérêt, qui a été juste vendu aux pays asiatiques pour rembourser les frais. Et il n'a rien d'autre. Et il ne va pas percer grâce à cela. Il perce simplement parce qu'il a été connu par ce film, La Révélation des pyramides. Quant à moi, en tant qu'auteur, j'ai tout ce qu'il y a dans mes classeurs derrière. Et je vous dirais que je suis en train de classer les éléments de sorte que je vais choisir, non pas le meilleur, que je vais aussi garder pour les autres films, mais les choses qui, à mon sens, sont les plus susceptibles d'être accessibles au public actuel, tel qu'il a évolué en 10 ans, depuis le premier film. Donc, malheureusement, j'ai bien sollicité Jean-Pierre Adam pour entretenir une relation sympathique, parce qu'il n'est pas idiot, il est simplement fourbe. Donc, il n'est pas inculte, il est simplement ignorant, etc. Mais ça n'est pas possible. J'aurais pu le piéger davantage, simplement il a fait le Candide à l'envers dans le précédent film. Mais j'ai gardé des tas de choses d'autres personnes, ça ne va pas être triste. Donc, on va voir ce que ça a donné. Et la méthode pédagogique, c'est d'insuffler des choses de manière discrète. Je vais donner d'autres exemples parce que le cinéma, et Didier est assez spécialisé dans ce domaine, utilise le langage, la langue des oiseaux depuis longtemps. Il ne le dit pas, néanmoins il le fait. C'est-à-dire, il y a des gens, vous voyez les films des frères ou sœurs, j'en sais rien, Wachowski, ce sont des jumeaux, c'est-à-dire des Gémeaux, le domicile d'Hermès, qui est un dieu double. Curieusement, ces gens-là ne parlent que de cela, mais de manière romancée, un peu comme Dan Brown, qui fait le même travail. Donc, il n'y a pas de souci. Même de nos jours, il y a des hermétistes qui ne se font pas connaître. Moi, étant, de formation militaire à la base, et scientifique, peu importe, j'ai la carrure, si je puis dire, pour aborder tous les sujets et m'exposer. Néanmoins, si vous avez bonne mémoire, je l'ai dit très rapidement lorsqu'on est passé à l'écran, c'est parce que Patrice Pouillard s'est fait tirer à boulet rouge dessus que je suis descendu dans l'arène pour éviter qu'il soit entièrement écrasé par les accusations, etc.
Mais à l'origine, je ne voulais pas apparaître dans le film. On me voit de très loin tout petit, format microscopique. On ne voit que mes mains, on ne pouvait pas me reconnaître seulement par les mains, etc. Donc, je n'avais pas souhaité apparaître parce que je disais le sujet est beaucoup plus important que ma personne. Maintenant, il faut que je porte à la fois ma personne et le sujet. Donc, c'est le double de travail. Néanmoins, tout se passe bien. Le problème, c'est qu'on perd beaucoup de temps et d'énergie à des stupidités sans intérêt. Donc, justement, convaincre le public que ne vous intéressez pas aux trolls, ils mentent. Ils ne prennent du temps qu'à cela. Ils sont payés pour. Je sais d'où vient la paye, je sais par où elle transite du point de vue géographique. Quand le moment sera venu, mon couteau sera aiguisé, oups, toutes les têtes vont passer à la poubelle, tant pis, c'est prévenu, c'est dit. On dit, et quand je dis je suis loyal et franc, on se moque de moi en disant tu fais n'importe quoi, tu voles les gens. Ok, c'est votre charge. On verra lors des procès ce que ça va donner. Maintenant, moi je dis très clairement, aucun des trolls, aucun des zététiciens ne survivra à cette humiliation. Voilà. Par exemple, je vais démontrer en moins de 15 secondes que tout le premier film repose sur une valeur sûre qui émane de la physique, non plus des mathématiques. On peut discuter, oui, c'est par hasard. D'abord, ce que tu as donné comme valeur de la coulée, c'est approximatif, c'est vrai. Mais on avait comme référentiel un édifice. Or, les édifices, quelle que soit la précision qu'on apporterait, ça n'est pas en dessous du millimètre qu'on a la précision. Eux, ils me demandent d'avoir pi précis, par exemple, à la 20e décimale après la virgule, ou phi pareil, pour que ce soit validable. Ils dorment debout, ça ne se fait pas, la nature ne fait pas cela elle-même. Donc ce sont des ravagés de la tête pour moi. Pour ça, je dis, ne perdez pas de temps avec les trolls, mais il y a des gens qui spontanément se sont sentis une âme de combattant et qui viennent massacrer les trolls quand ils le peuvent. Donc c'est un jeu sympathique maintenant parce qu'ils s'aguerrissent. C'est ce que j'ai failli dire tout à l'heure. Le début des cours de philosophie, c'est l'éristique, c'est-à-dire quelle est la modalité de survie dans le combat des mots, des phrases et de la dialectique en général. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y en a qui prennent dans les cours de philo d'avant, j'en donne plus là maintenant, l'essentiel de ce qu'il faut connaître pour être efficace dans ce domaine. D'accord. Alors moi, j'ai une question pour toi, Jacques, et c'est une... Tout ça va survivre. Parce que les personnes qui ont charge de transmettre, non pas au grand public, mais à la postérité, le font. Alors du coup, moi j'ai une question et je pense que tous ceux qui sont en train de regarder actuellement ont envie de te poser la question. Par rapport justement à tous les problèmes que tu as vis-à-vis de ces trolls, etc. Concrètement, tu espères une sortie du deuxième film à quel moment? Alors pour l'instant, je ne dis rien parce que les fameux trolls ont trouvé le moyen pour m'empêcher de sortir à Noël, comme je l'avais laissé entendre. Ils ont donné un film de, je crois, il y a 3 parties d'1 heure et quelques, d'un dénommé Zasuy Krasniki. Ah, voilà. Krasniki, donc je ne connais pas, qui ne me connaît pas, mais qui passe son temps à m'insulter, ce dont je n'ai rien affiche. Voyant d'où cela vient, hein, on peut se douter que ça n'est pas mon problème. Donc, il se pourrait que ça sorte presque aussitôt que ce massacre qui va être perpétré par ce monsieur Krasniki sera opéré. Le problème, c'est qu'il a donné une date, c'est pour montrer à quel point il est stupide. Il met K pour Khéops, il fallait deviner, 2019. Ça veut dire qu'au 31 décembre 2019, c'est terminé son affaire. Et le peu que je connais, qui m'a été rapporté par des gens dont je prends la parole avec confiance, c'est que ça n'apporte absolument rien par des critiques stupides, creuses, et qu'en réalité, ils parlent de révélation, de découverte, etc., qu'il n'y a absolument rien. Et si je ne veux pas le rendre ridicule, parce que j'attendrai qu'on soit ensemble face à face, s'il le veut bien, eh bien, il faudrait qu'il révise ces théories de la goutte d'eau, notamment, qui est un délire total. Mais bon, il prend ses responsabilités, il va se faire éjecter comme tout le monde. La plupart des personnes, ce n'est pas par volonté de les éjecter. Je ne veux pas qu'on mente sur notre héritage unique, l'histoire. On n'a rien d'autre. On ne peut pas se défendre. Les gens, actuellement, les gens qui veulent nous assujettir, pour ne pas dire nous rendre esclavages d'eux, ils trafiquent l'histoire parce que, et à toute vitesse, même en temps réel. Je vais donner un exemple. Je suis en relation permanente avec le Chili. Ce qu'on dit du Chili en France, c'est un délire de mensonges. C'est toujours les mêmes qui mentent, c'est les médias. Les médias sont là pour offrir la parole politique des vainqueurs en puissance. Enfin, ils s'imaginent vainqueurs, moi je les donne vaincus à 100%, ça risque de ne pas prendre si longtemps qu'ils imaginent. Donc ça, c'est mon opinion, ils en font ce qu'ils veulent.
s'asseyent dessus volontiers. Ça a piqué au bout d'un moment, mais c'est tant pis. Donc, au Chili, il n'y a pas ce qui est décrit en France. Mais par exemple, il y a des choses qui ne passent absolument pas sur les ondes et dans les journaux français. Il y a eu au Mexique un tremblement de terre de force 8,6. Personne n'en a parlé en France. Pourquoi? Alors que c'est énorme. C'est une intensité extraordinairement élevée. Tout ça parce qu'il y a des essais qui sont faits par, non pas les Américains, mais ceux qui occupent les États-Unis, pour faire que ceux qui ne se plieraient pas à des forces conventionnelles militaires se plient à des inondations comme en Égypte maintenant. En Égypte, vous avez entendu parler de l'inondation spectaculaire en Égypte? Non, mais c'est ça le problème. Le renseignement, c'est ça. Je dis ça parce que moi, ces militaires est suffisamment élevé dans ce domaine pour savoir exactement comment ça se passe et pourquoi ça se passe. Donc moi, je n'ai pas de peur, je sais me protéger, je sais échapper à toutes ces misères-là. Et je dis, si vous ne faites pas l'effort de sortir du cloaque dans lequel on vous met la tête en permanence, Hanouna, par exemple, ou n'importe quel journaliste, même qui apparaît très gentil et tout cela, c'est perdu d'avance. C'est la majorité. Il faut qu'il y ait un rebond. Il faut qu'il y ait 3 à 4% de personnes qui soient capables d'expliquer à d'autres, on vous maintient dans une... voilà. C'est le cas, par exemple, du vaccin obligatoire. La première chose à faire quand on n'est pas sûr de la validité c'est prendre des sous dans sa cagnotte et aller faire vérifier par des laboratoires qui n'ont rien à voir avec la politique française ce qu'il y a là-dedans. Et ce que l'on trouve, c'est une démonstration du caractère totalement pourri de cette entreprise. Voilà. Pour mémoire, quand même, il y a une collusion d'intérêts qui n'est signalée nulle part, c'est que Agnès Buzyn, ministre de la Santé, est mariée à Yves Lévy, qui est le patron de l'INSERM, c'est-à-dire l'Institut national de recherche scientifique, et notamment en médecine. Donc, à qui profite le crime, devinez. Bon, c'est ce chose-là. Moi, c'est monnaie courante. Je ne peux pas passer mon temps. J'ai un film à faire. C'est ce qui m'intéresse premièrement parce que c'est d'une urgence considérable. Réveiller tout ce petit monde et leur dire, c'est plutôt à vous de faire le travail. Ça n'est pas parce que vous avez élu quelqu'un qui va vous soustraire vos droits avec votre assentiment, puisque vous l'avez élu. Donc, il n'y a pas à les réprimander. Il faut dire, c'est le système qu'il faut... Et c'est là que... Je rappelle quand même qu'on a plusieurs constitutions qui sont bafouées quotidiennement par le monde politique, et notamment par le président de la République, mais personne ne bouge, surtout pas les médias, surtout pas les politiciens, et sinon, ce serait comme cracher dans la gamelle. Mais c'est bien ça dont il s'agit. Je vais revenir à des considérations plus immédiates en matière de langue des oiseaux et de la France. Quel est le destin cruel des oiseaux? C'est de vivre en cage, c'est-à-dire ils ne peuvent pas marcher à cause de leurs griffes qui leur permettent de se maintenir sur tel ou tel arbre et ne peuvent pas voler non plus. Même les oiseaux les plus réputés intéressants, c'est-à-dire notamment le perroquet, le ménate, tous ces oiseaux parleurs, ils ne peuvent pas vivre dans des cages, pas plus que les animaux dans les zoos. Or, actuellement, la vie de la population française, nous ne sommes plus en démocratie, nous ne sommes plus en démocrature, nous sommes en dictature. Et une dictature vicieuse, parce que les marionnettes politiques sont manipulées derrière par d'autres individus qui, eux, n'ont strictement aucun scrupule. Les vies n'ont pas d'importance pour eux. Hormis la leur, le reste, on s'en fiche. Ils ont des projets grandioses, évidemment, mais parce qu'ils ne voient pas le prix réel à payer. Donc, toutes ces choses-là, on va les mettre... Vous savez de quoi est formé le mot réel? Ré, en latin, ce sont les choses, elle, de Dieu. Les choses, le réel, ce sont les choses de Dieu. Voilà la vraie définition. Donc, si on met ça dans sa manière de penser les choses, se disant, c'est la création qui doit être sauvée, et on voit à quel point l'écologie, on s'en fout dans les sphères politiques, on nous envoie des gamines qui savent à peine annoncer 3 phrases apprises, et qui plus est appartiennent à une famille honteusement connue. Je parle de Greta Thunberg. D'ailleurs, le français permet de lire Thunberg avec, en argot, les thunes, c'est l'argent. T-H-U-N-E, ça s'écrit. Et Berg, c'est un champ, un lieu, un pays, etc. Donc, c'est le pays du fric, pour parler en argot aussi, qui est représenté par le nom de cette gamine, qui n'est pas innocente du tout, puisqu'elle pense que c'est écologiste de faire des voyages en bateau pour elle, mais en avion pour sa clique.
Voilà le problème. Il est partout le même. Il suffit de regarder ce qu'est le réel pour s'apercevoir que nous sommes menés en bateau. Voilà, parce que c'est la vraie lecture. De toute façon, quand on voyage en bateau, on nous mène en bateau. Quand on a un avion, on nous vole. Quand on voyage par le train, ben, on se fait rouler. Hein. Tout ça, me semble-t-il. Hein. Donc, il ne faut pas rester ignorant des choses. Tu avais des questions, donc il en reste quelques-unes parce que je vais donner un terme. Oui, bah écoute, non, on a répondu aux principales questions que j'avais. Moi, je suis vraiment très, très contente de ce moment vraiment passé avec toi, Jacques. J'espère qu'il y en aura d'autres. Là, je te laisse une porte ouverte comme ça. Hein. Ouais, c'est gentil, mais il faut surtout solliciter les personnes qui pensent pouvoir se satisfaire de ce genre d'intervention. Tout à fait. Je reviens volontiers, bien que mon temps soit compté, parce que ça vaut la peine. Je sais que ce sont des personnes qui sont dans une phase d'ouverture, c'est-à-dire d'instabilité, se demandent où est le vrai, où est le juste, où est le beau, où est le bon. On voit, puisque ça c'est le sous-titre de l'association culturelle, c'est difficile. On ne voit pas le bon. Or, le bon dans la langue dont je parle, c'est B, la lettre qui dit le lieu, le foyer, l'enceinte, l'endroit où on est, et On, c'est le nom du soleil. Donc, on voit que l'endroit où est le soleil, c'est là que c'est bon. Et en réalité, tout le monde veut une place au soleil. Encore faut-il se débrouiller pour la faire, parce que ce que chacun devrait obtenir, au moins en partie, d'autres prennent leur part. Donc ensuite, il y a le vrai. Le vrai, j'ai dit, c'est un lieu où on dépose des choses. Le vrai ne s'établit que par comparaison. Donc c'est ces leçons que je donne dans les cours, dans les conférences, etc. Mais encore faut-il se donner la peine de suivre. C'est-à-dire, c'est comme les portes des magasins maintenant. Il n'y a pas qu'un côté qui s'avance, c'est les deux en même temps ou rien du tout. Et quand on ne fait pas attention, en revanche, on se prend la vitrine dans la trombinette, on s'étale, c'est ce qui risque d'arriver si je ne parviens pas à ouvrir tout ce qu'il y a lieu d'ouvrir, c'est-à-dire les consciences, les sentiments, le respect. Par exemple, nous avons des francs-maçons. Ce n'est pas que je déteste les francs-maçons ou la franc-maçonnerie, mais je dis, vous avez perdu le message et vous le dites. La parole perdue, c'est ça. C'est ce dont je suis en train de parler. Ça, c'est la langue des oiseaux. Et ils ne voient pas que dans leur loge, le logos, c'est le nom qui est donné au Christ, par exemple. Ils rejettent toute forme de religion, alors qu'on ne demande pas. Ils font une erreur. La religion, c'est entre la personne et son Dieu, tel qu'il l'imagine, qu'il le ressent, etc. La religion telle qu'ils l'imaginent, ils se font une erreur. C'est une institution avec l'Église, avec des temples fabriqués sur mesure, avec des prêtres formés. Tout ça, on peut le mettre à la poubelle, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on voit très peu de prêtres qui s'élèvent au-dessus de la moyenne sociale. Les francs-maçons non plus, on ne les reconnaît pas dans la rue. On devrait les reconnaître parce qu'ils sont exemplaires de générosité, de patience, de volonté d'enseigner. Ben, on ne voit personne ça, ni chez les musulmans, ni chez les chrétiens, ni nulle part ailleurs. Peut-être les moins perfides, ce seraient les bouddhistes, encore que parfois on a des surprises. Donc c'est pour dire cela. Les maçons, par exemple, ils ne voient pas que les deux colonnes qu'ils appellent Jacquin et Boaz, c'est du langage de la langue des oiseaux. S'ils ne s'intéressent pas à cela, leur héritage, qui est celui que j'essaye de faire connaître à tout le monde, il faut que tout le monde soit maçon et franc. Eh bien, ça n'ira pas plus loin. Là, on va péricliter dans des violences inutiles et après, ce sera le grand nettoyage parce que la nature ne laisse rien passer. Elle a des ordres, elle les exécute. Sa progéniture ira à la poubelle et on en mettra une autre à la place, qui s'est déjà produit. Mais bon, tant que je ne suis pas en la capacité de démontrer ce que je dis, je n'en dis pas trop. Voilà. Donc, la dernière question serait… Donc, non, mais du coup, non, pas de dernière question. La seule chose, c'est que non, je voulais faire une précision en fait. Certes, donc cette vidéo en fait a été enregistrée. Oui. Mais vous pouvez me transmettre à la suite de votre lecture en fait vos questions, soit par mail, soit sur un commentaire sous la vidéo, par Messenger. Enfin, vous avez l'habitude, donc vous n'hésitez pas. Vous me transmettez vos questions et moi je les transmettrai à Jacques. Et s'il y a vraiment beaucoup de questions, dans ces cas-là, nous ferons peut-être un droit de réponse. Si c'est nécessaire. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est les trolls, abstenez-vous parce que je vais vous découper de plus en plus en rondelles, vu que là, je suis en train de commencer une action en justice. Même s'il y a des lacunes dans le domaine de la justice à l'égard de ce que l'on peut faire et ne pas faire sur Internet, je ne vous louperai pas, soyez assurés. Parce qu'en 9 ans et quelques,
j'ai beaucoup appris et je suis vraiment quelqu'un d'irréductible quand je prends une décision, même si c'est retardé par des crétins, les trolls, ou des ahuris, les trolls, ou des moins que rien, etc. De toute façon, je vais au terme. C'est ma philosophie, c'est ce que fait la nature. Elle va au terme de ses actions. Vous voyez, il y a des avortements. Néanmoins, jusqu'au moment de l'avortement, tout a été construit selon les règles. Et s'il y a une règle qui a été omise en cours de route, mais chez les parents, ben on paye la note. Et là, ça va être pareil. Vous allez payer la note, tant pis pour vous. C'est-à-dire que ce que vous me faites vivre, la vie sociale parasitée, celle de ma femme aussi, celle de mes proches collaborateurs ou amis, ça va être pareil pour vous. Vous allez souffrir l'enfer parce que je donnerai l'idée que ce que vous faites de mal, il va falloir que vous le compreniez en le vivant. Donc, vous aurez la monnaie de votre pièce, comme on dit. Moi, j'ai une question. Oui. C'est quand est-ce que pourrait être l'autre moment, puisque je vais partir de nouveau pour faire des interviews à l'étranger. Il faudrait que ce soit au minimum dans le mois prochain. Eh bien, écoute, on prend rendez-vous après dès qu'on coupe, il n'y a pas de problème. Rendez-vous avec Zozo premier. Mais avec grand La langue plaisir, des c'est le mois autos, prochain. celle des trolls, la mienne, elle est autre. Hein, c'est ça. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, Jacques, voilà. Un grand merci à toi, à Guillaume, qui n'est pas disponible. Je peux prononcer l'autre nom? Oui, tu peux. À Claire aussi. Comme ça, tout est clair, tout va bien. Tout à fait. Donc, écoute, merci à toi, Jacques. C'est à vous de choisir votre punition. Hein. Si vous voulez, vous en avertissez tout le monde, Karine et Guillaume principalement. Et moi, je reviendrai me soumettre au jeu des questions et j'essaierai de ne pas être aussi endormi qu'aujourd'hui. Parce que moi aussi, j'ai peu dormi. Bon, on se dit à une prochaine et merci pour l'attention. Et de rien. De rien, de rien. Donc, tu ne quittes pas, Jacques. Je te reprends hors antenne. Donc, les amis, merci beaucoup à vous. J'attends vos retours avec impatience et je vous dis à très vite. Bon après-midi à vous. Moi, je dis en anglais goose day. Goose day. Ou en italien, arrivederci chaud. En allemand, aux fines herbes, auf Wiedersehen, aux fines herbes, etc. Voilà. Mais ça marche bien, ça aussi. Bah oui, il fallait se méfier, c'est trop tard, c'est fait. Voilà. Bon, à très vite, Jacques. Bah, une autre fois surtout. À la prochaine même. Salut. Salut.